Une petite mendiante sauva un millionnaire qui était en train de se noyer dans la piscine de son manoir. Lorsque le millionnaire lui demanda ce qu'elle désirait en retour, il se mit à pleurer à cause de sa réponse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi brûlait les rues d'Atlanta tandis que Anna avançait, un panier de fleurs à la main, les pieds déjà douloureux d'avoir tant marché. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en une tresse désordonnée et sa peau légèrement hâlée brillait de sueur. Elle passait devant un manoir imposant lorsque ses yeux marron foncé remarquèrent un mouvement inhabituel près de la piscine. Encore une journée sans presque rien vendre, pensa-t-elle. Ma grand-mère Ruth a besoin de ses médicaments et j'ai à peine de quoi acheter du pain. Comment puis-je l'aider ainsi? Parfois, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, mais je dois continuer, je dois le faire pour elle, qui est tout ce que j'ai dans la vie. Ses pensées furent interrompues par un cri. Un homme se débattait dans la piscine, ses cheveux grisonnants et mouillés, ébouriffés, contrastant avec sa peau claire qui pâlissait. Anna reconnut Benjamin Harper, le célèbre homme d'affaires souvent mentionné dans les journaux. Ses mains s'agrippaient désespérément au rebord, mais il n'arrivait pas à remonter. « Au secours! Aidez-moi, je vous en prie. Je n'arrive pas à bien respirer. Ma poitrine se serre, ça fait très mal. S'il te plaît, mon Dieu, je ne veux pas mourir ainsi. J'ai encore tant de choses à régler avec mon fils Lucas. » criait-il, sa voix s'affaiblissant. Sans réfléchir, Anna jeta son panier à terre et escalada le haut mur du manoir. Elle s'érafla les genoux, mais ignora la douleur, le cœur battant à tout rompre. Elle courut vers la piscine. Pourquoi personne ne vient? Comment une si grande maison peut-elle être si vide? Je dois le sauver, même si je nage à peine. Mon Dieu, donne-moi la force, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir devant moi, pensa-t-elle, les mains tremblantes de peur et d'adrénaline. Anna sauta dans l'eau, le choc du froid traversant son petit corps mince. L'eau entra dans son nez et sa bouche tandis qu'elle luttait pour atteindre Benjamin. Ses bras frêles bataillaient avec détermination. « Monsieur Harper, tenez bon. Je sais que je suis petite et faible, mais je vous promets que je ne vous laisserai pas vous noyer. J'ai déjà perdu mes parents, je sais ce que c'est que perdre quelqu'un, et je ne veux pas que votre famille ressente cette douleur, » cria-t-elle, avalant de l'eau entre deux mots. La fillette parvint enfin jusqu'à Benjamin, presque inconscient. Ses yeux brun clair étaient mi-clos, sa respiration de plus en plus faible. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Anna réussit à le pousser vers le bord. « Pardon si je vous fais mal, mais je dois vous sortir de l'eau. Aidez-moi un peu, poussez avec vos jambes, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire seul, vous êtes beaucoup plus lourd que moi, » supplia-t-elle, ses propres forces commençant à faiblir. Après d'intenses efforts, Anna réussit à sortir Benjamin de la piscine. Elle était épuisée, ses vêtements trempés pesant sur son corps frêle, mais pas question de se reposer. Benjamin gisait, immobile, au bord de la piscine. « Monsieur Harper, réveillez-vous, vous me faites peur. Votre peau est si froide et votre respiration si faible, » murmura-t-elle, vérifiant ses signes vitaux comme sa grand-mère Ruth, ancienne infirmière, le lui avait appris. Après quelques minutes angoissantes, Benjamin se mit à tousser, recrachant de l'eau. Ses yeux s'ouvrirent lentement et rencontrèrent ceux d'Anna. D'une voix faible, mais pleine de gratitude, il demanda « Petite, tu m'as sauvé la vie sans même me connaître. Tu dois être un ange envoyé par Helena. Dis-moi, que veux-tu en retour? Je peux te donner n'importe quoi, de l'argent, une nouvelle maison, des études. Demande, et ce sera fait. » Anna, les larmes aux yeux, rajusta sa tresse en désordre. « Monsieur Harper, je ne veux rien pour moi. Mais ma grand-mère Ruth est très malade, elle a besoin d'une opération urgente. Elle a été infirmière toute sa vie, elle a sauvé tant de vies, et maintenant elle est en train de mourir parce que nous n'avons pas d'argent pour son traitement. Vous n'avez rien à me donner, mais s'il vous plaît, aidez ma grand-mère. Elle est tout ce que j'ai au monde. » Benjamin ne put retenir ses larmes. La réponse désintéressée de la fillette lui rappela douloureusement sa défunte épouse, Helena, qui pensait toujours aux autres avant elle-même. « Tu es exactement comme mon Helena, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je te promets que ta grand-mère aura le meilleur traitement possible. Je m'en occuperai personnellement. » Soudain, Benjamin fut pris de convulsions. Son corps se mit à trembler violemment. Anna soutint sa tête pour éviter qu'il ne se blesse, des larmes roulant sur ses joues. « Tenez bon, je vous en supplie. Je ne peux plus perdre quelqu'un, je ne peux pas regarder une autre personne mourir devant moi. Dites-moi quoi faire, comment vous aider ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la cour vide du manoir.
Le soleil avait complètement disparu lorsque l'ambulance arriva à l'hôpital privé de luxe. Anna, toujours trempée, grelottait dans un coin de la chambre où les médecins s'occupaient de Benjamin. Ses petites mains tremblaient encore du traumatisme vécu à la piscine. Je ne peux pas partir sans savoir s'il va s'en sortir. J'ai raté mes ventes de fleurs de toute l'après-midi, mais je m'en fiche, je veux juste qu'il survive, murmura-t-elle pour elle-même. La nuit avançait lorsque Benjamin montra enfin des signes de conscience. En voyant Anna assise dans le coin, un faible sourire apparut sur ses lèvres pâles. « Tu es vraiment un ange. » Ma maison était vide, mon fils Lucas trop occupé par ses réunions pour déjeuner avec moi, et les employés en congé. Quelle ironie d'être sauvé par un ange à la tresse en désordre, dit Benjamin, la voix encore faible, mais chargée d'émotion. C'est à ce moment que Lucas Harper entra dans la chambre, son costume impeccable contrastant avec l'apparence décoiffée d'Anna. « Père, comment as-tu pu être aussi imprudent ? Et qui est cette fille, pourquoi est-elle trempée ?» lança-t-il, plus irrité qu'inquiet. « C'est Anna, l'enfant qui m'a sauvé la vie pendant que tu étais trop occupé, » répliqua Benjamin en défendant Anna. « Sans elle, tu organiserais mes funérailles en ce moment. » Anna, sentant la tension, intervint. « Monsieur Harper, comme je vous l'ai dit, ma grand-mère a besoin d'une opération urgente. Je n'ai même pas assez d'argent pour ses médicaments. » « Comme promis, je paierai l'opération de ta grand-mère, » confirma Benjamin. Mais Lucas l'interrompit. « Père, tu n'y penses pas sérieusement ? En tant que responsable financier, je ne peux pas permettre cela. » Anna recula, vaincue. En sortant, elle se cacha et entendit Lucas au téléphone. « Docteur Mendoza, mon père perd la tête. Nous devons l'interner dans votre clinique psychiatrique. J'apporterai les papiers demain. » Horrifiée, Anna s'enfuit dans les rues sombres d'Atlanta, encore sous le choc de ce qu'elle venait d'entendre. La peur de ce que Lucas pourrait faire à Benjamin se mêlait à l'inquiétude pour Ruth, qui ne répondait pas à ses appels. Arrivée chez elle, dans un bidonville en périphérie, son cœur se serra en voyant sa grand-mère étendue sur le sol de la cuisine, ses cheveux blancs étalés sur le carrelage froid. « Mamie Ruth, par pitié, réveille-toi. Tu ne peux pas me laisser seule, pas maintenant que j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider. » cria Anna, les mains tremblantes en vérifiant les signes vitaux de Ruth. Ruth ouvrit difficilement ses yeux bruns foncés, sa peau foncée pâle et glacée. Ses mains tremblantes cherchèrent celles d'Anna. « Ma petite, pardonne-moi de t'inquiéter ainsi. La douleur était insupportable, mes jambes ne me portaient plus. Je me sens de plus en plus mal, j'ai peur de te laisser seule dans ce monde. Tu es tout ce qu'il me reste, mon petit ange, » murmura Ruth, avant d'être interrompue par une violente quinte de toux. Le lendemain matin, Anna courut jusqu'au manoir des Harper, sa tresse en bataille se balançant à chaque pas désespéré. Les gardes, cependant, lui barrèrent l'entrée, le visage sévère. « S'il vous plaît, je dois parler à monsieur Harper. Il a promis d'aider ma grand-mère, elle est très malade. Je n'ai pas les moyens d'un hôpital privé, et la clinique de santé a dit qu'elle ne peut rien faire. Laissez-moi entrer, c'est une question de vie ou de mort. » supplia Anna, les larmes coulant sur son visage. Lucas apparut au portail, son costume impeccable contrastant avec l'apparence décoiffée d'Anna. Ses yeux marron clair brillaient d'une froideur calculée. « Mon père est indisposé et ne peut recevoir de visite. De plus, il n'est pas en état de prendre des décisions importantes. Je vous suggère de chercher de l'aide ailleurs et d'arrêter d'essayer de profiter de sa gentillesse. Garde, assurez-vous que cette fille ne nous dérange plus, » ordonna-t-il, tournant le dos au désespoir d'Anna. De retour à la petite clinique de quartier, Anna tenait la main de Ruth tandis que le médecin expliquait la gravité de la situation. Ces mots furent comme des coups de poignard dans le cœur de la fillette, 1 semaine. Sans opération, votre grand-mère n'a plus qu'1 semaine à vivre. Docteur, il doit y avoir autre chose. Elle a été infirmière toute sa vie, elle a sauvé tant de vies, et maintenant personne ne peut la sauver ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il existe une autre option, supplia Anna, la voix étranglée par le désespoir. Ruth serra la main de sa petite fille, tentant de lui transmettre de la force. « Anna, mon amour, ne désespère pas comme ça. J'ai eu une bonne vie, j'ai soigné beaucoup de gens, et surtout, j'ai eu la joie de t'élever. Si mon heure approche, j'accepte mon destin. Cela me fait seulement mal de te laisser seule dans ce monde difficile, » confessa Ruth, avant une nouvelle quinte de toux. Anna courut dans le quartier, frappant à chaque porte, implorant de l'aide. Ses pieds nus blessés n'avaient aucune importance, seule comptait la survie de Ruth. « S'il vous plaît, quelqu'un doit nous aider. Je ne peux pas perdre la seule famille qu'il me reste. D'abord mes parents, maintenant ma grand-mère. Dieu, pourquoi me fais-tu ça ? Que ai-je fait pour mériter tant de douleur ?
cria-t-elle vers le ciel, ses paroles résonnant dans les ruelles désertes de la favela. Après des heures de recherche vaines, Anna réussit à convaincre une ambulance de venir chez elle. Ses espoirs s'évanouirent toutefois lorsque le véhicule s'arrêta au bas de la pente menant à sa maison, refusant de monter. « Quoi ? Vous ne pouvez pas monter ? Ma grand-mère est en train de mourir là-haut. Faites quelque chose, elle ne peut pas marcher. Comment la descendre ? Je ne peux pas la porter seule. » supplia-t-elle, le désespoir grandissant. Ruth, qui avait insisté pour essayer de descendre, appuyée sur Anna, commença à vaciller. Ses yeux se révulsèrent et son corps lourd s'effondra. « Anna, désolée, je ne peux plus », furent ses derniers mots avant de perdre complètement connaissance. Son corps inerte glissa le long de la pente abrupte. Anna tenta de la rattraper, sans succès. Comme un cruel écho du destin, elle vit sa grand-mère inconsciente, scène cruellement semblable à celle avec Benjamin dans la piscine, mais sans hôpital de luxe ni promesse de secours. Seulement le silence assourdissant de la favela et le bruit lointain de l'ambulance repartant. « Non, 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 mamie, s'il te plaît, ne me quitte pas. Quelqu'un, aidez-nous. Comment pouvez-vous être si cruel? Comment pouvez-vous partir ainsi? Est-ce que la vie vaut moins qu'une consultation? Aidez-la !» cria Anna, son appel résonnant dans la favela tandis que la nuit tombait sur Atlanta. Avec l'aide de quelques voisins alertés par ses cris, Anna parvint à transporter Ruth jusqu'à l'hôpital public le plus proche. La sueur coulait sur son visage hâlé tandis qu'elle tenait la main glacée de sa grand-mère, toujours inconsciente, sur une civière improvisée. Les néons clignotants de l'hôpital projetaient des ombres dramatiques sur les murs écaillés. « S'il vous plaît, quelqu'un doit voir ma grand-mère maintenant. Elle s'est évanouie, elle est glacée, sa respiration est très faible. Je ne peux pas la perdre, elle est toute ma vie, écoutez-moi » cria Anna, sa voix résonnant dans le couloir bondé. L'infirmière de garde regarda Ruth avec inquiétude, mais ces mots poignardèrent le cœur d'Anna. L'hôpital était complet, pas un seul lit de libre, pas même dans les couloirs. Anna serra la main froide de sa grand-mère, sentant son pouls faiblir. « Quoi ? Vous n'avez pas de lit ? Regardez-la, elle est en train de mourir. Vous ne pouvez pas la renvoyer. Elle a été infirmière toute sa vie, a sauvé tant de vies dans cet hôpital, et maintenant personne ne peut la sauver ?» supplia Anna, ses larmes tachant le formulaire d'admission qu'elle tenait, les mains tremblantes. C'est à cet instant de désespoir qu'une silhouette familière émergea de l'ombre du couloir. Lucas Harper, toujours en costume impeccable, le regard froid, s'approcha d'Anna. Son visage ne montrait aucune compassion, seulement un calcul glacé. « On dirait que tu es dans une situation difficile, n'est-ce pas? Peut-être puis-je aider. Je peux transférer ta grand-mère dans le meilleur hôpital privé de la ville immédiatement et lui garantir le meilleur traitement que l'argent peut offrir, dit-il d'une voix lisse, masquant ses véritables intentions. Anna sentit une lueur d'espoir, mais quelque chose dans le sourire de Lucas la rendait méfiante. Il continua, d'une voix plus ferme. « Cependant, tout a un prix, petite Anna. En échange, tu dois promettre de ne plus jamais chercher mon père, ne plus jamais apparaître au manoir, ne plus jamais tenter de lui parler. Il est malade, vulnérable, et n'a pas besoin de gens comme toi. Alors, qu'en dis-tu? La vie de ta grand-mère contre un simple accord. » Ruth se mit à tousser violemment, son corps frêle secoué sur la civière. Les moniteurs de fortune branchés sur elle se mirent à biper de façon alarmante. « Anna, ne le fais pas, ta dignité vaut plus. » murmura Ruth entre deux toux, ses paroles interrompues par le manque d'air. Anna regarda sa grand-mère, puis le contrat dans ses mains, le cœur déchiré. Comment choisir entre la vie de Ruth et ce qui est juste? Abandonner Benjamin, sachant que Lucas voulait l'interner? Ruth lui avait appris que certaines choses n'ont pas de prix, que l'intégrité est tout ce qu'on possède. Les minutes passèrent comme des heures. Anna, les mains crispées sur le papier, repensa à son enfance avec Ruth, aux histoires du soir, aux pansements appliqués avec amour, aux leçons sur l'honneur et la dignité. Comment trahir tout cela? Sa grand-mère lui avait toujours dit que l'honneur valait plus que l'argent. Lucas commençait à s'impatienter, tapotant nerveusement sur son clipoir. Le temps presse, Anna. Ta grand-mère n'a plus beaucoup de temps. Une simple signature suffit. Ne sois pas stupide, il n'y a pas d'héroïsme à la laisser mourir par fierté, la pressa-t-il, sa voix tremblant d'irritation contenue. Anna regarda sa grand-mère, voyant dans ce visage ridé toute la force et la dignité qu'elle avait toujours admirée. D'un geste décisif, elle déchira le contrat en morceaux. « Non, je ne le ferai pas. Ma grand-mère m'a appris que certaines choses sont inestimables, que notre honneur vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Monsieur Harper doit savoir ce que tu prévois, savoir que son propre fils veut le faire interner.
déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. La réaction de Lucas fut immédiate et terrifiante. Son visage se déforma, ses yeux brillèrent d'une fureur contenue. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, gamine. Garde, sortez cette fille d'ici, elle perturbe les patients. » ordonna-t-il, décrochant son téléphone pour un appel. Au même moment, les moniteurs de Ruth émirent un bip continu et strident. Son corps se mit à convulser violemment, ses yeux se révulsant dans leurs orbites. « Non, mamie, non. Quelqu'un, aidez-la. Vous ne pouvez pas rester là à regarder. Ce n'est pas humain. » hurla Anna, tandis que les agents de sécurité la traînaient loin de sa grand-mère, ses cris de désespoir se répercutant dans les couloirs glacés de l'hôpital public. Anna fut violemment expulsée, ses supplications résonnant encore dans les couloirs. Le cœur brisé, ignorant l'état de sa grand-mère, elle courut chez elle, prit toutes ses économies et acheta autant de roses que possible au marché central. Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'elle arriva au centre-ville d'Atlanta, les yeux encore rouges d'avoir tant pleuré. « Je dois vendre toutes ces fleurs aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Chaque centime compte. Maintenant que ma grand-mère est en train de mourir à l'hôpital et que je ne peux rien faire. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi à tout vendre, » murmura-t-elle, organisant ses fleurs dans son panier. Les heures passèrent lentement, Anna abordant chaque passant avec une détermination farouche. Sa voix, habituellement douce, était devenue rauque à force de crier pour attirer l'attention des passants. Ses traits sans bataille et ses vêtements froissés n'avaient plus d'importance. Seule comptait la nécessité vitale de tout vendre. « S'il vous plaît, achetez mes roses, ce sont les plus belles de la ville, cultivées avec amour. Ma grand-mère est très malade et a besoin d'une opération. Chaque fleur vendue est une chance de la sauver. » criait-elle, la voix nouée par l'émotion. Le soleil de midi frappait impitoyablement quand Anna remarqua une dame distinguée l'observer de loin. Ses cheveux bruns, parsemés de mèches blanches, étaient élégamment relevés, et ses yeux bruns foncés semblaient étudier chacun de ses mouvements. Il y avait quelque chose de familier dans son visage marqué par le temps, mais Anna ne parvenait pas à l'identifier. Pourquoi me regarde-t-elle ainsi? Serait-ce quelqu'un qui connaît Monsieur Harper? Non, je ne dois pas me faire de faux espoirs. Dans cette ville, chacun ne pense qu'à soi, pensa Anna, continuant son travail. La dame mystérieuse s'approcha finalement, marchant avec une élégance discrète contrastant avec l'agitation de la place. Sa robe simple mais soignée suggérait quelqu'un ayant connu des jours meilleurs. « Petite vendeuse de fleurs, je t'observe depuis l'aube. Il y a dans tes yeux une détermination qui me rappelle un autre temps, quand moi aussi je me battais pour quelqu'un que j'aimais. Je sens qu'il y a une histoire triste derrière tant d'acharnement, » dit-elle, sa voix douce effleurant quelque chose de profond dans le cœur d'Anna. Anna sentit à nouveau les larmes monter, mais les retint. Cette dame avait une aura maternelle rappelant Ruth. Avant de s'en rendre compte, les mots dévalèrent « Madame, je suis désespérée. Ma grand-mère est en train de mourir à l'hôpital public, elle a besoin d'une opération urgente, mais nous n'avons pas d'argent. J'ai sauvé la vie de Monsieur Benjamin Harper, il a promis d'aider, mais son fils Lucas ne le permet pas. Maintenant, j'essaie de vendre toutes ces fleurs, même si je sais que ça ne suffira jamais. » L'expression de la dame changea à l'évocation des Harper. Ses yeux se remplirent d'une tristesse mêlée de colère. « Je m'appelle Sylvia et je connais bien les Harper. J'ai été gouvernante dans cette maison pendant 20 ans. J'ai vu Benjamin élever Lucas, j'ai vu cette famille se briser après la mort de Madame Helena. Ce qui se passe maintenant n'est qu'un autre chapitre d'une longue histoire de cupidité et de pouvoir, révéla Sylvia, sa voix chargée de souvenirs douloureux. Anna laissa tomber son panier de fleurs, les yeux écarquillés de surprise et d'espoir. Sylvia continua, « J'ai vu beaucoup d'injustices dans cette maison, gardé de nombreux secrets, mais peut-être est-il temps d'en révéler certains. Benjamin a toujours été un homme bon, mais Lucas a comblé le vide de son cœur avec l'ambition. J'ai vu ce qu'il a fait des projets sociaux de son père, comment il a tout manipulé à son profit. Je peux t'aider, Anna, mais nous devons être prudentes, expliqua Sylvia, baissant la voix à la mention de Lucas. Le soleil commençait à descendre lorsque Sylvia dévoila son plan, des mots précis et calculés. J'ai des documents, Anna. Des preuves des manipulations de Lucas, de la manière dont il a détourné l'argent des projets sociaux de son père, de son plan pour faire interner Benjamin et prendre le contrôle total des affaires. J'ai gardé tout cela des années, attendant le bon moment. Lorsque j'ai appris ce qui était arrivé à ta grand-mère, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Certaines injustices sont trop grandes pour être ignorées, confia Sylvia, les mains légèrement tremblantes en tenant le sac contenant les documents. Anna écoutait,
le cœur battant plus vite face à l'espoir que représentait cette aide inespérée. Sylvia poursuivit. Benjamin ne le sait pas, mais Lucas trafique ses médicaments, contrôlant ainsi sa lucidité pour prendre des décisions à sa place. C'est pourquoi il a eu tant de problèmes cardiaques récemment. J'ai aussi les preuves de ces médicaments falsifiés. Nous devons apporter tout cela à Benjamin avant qu'il ne soit trop tard, à la fois pour lui et pour ta grand-mère, expliqua Sylvia, la voix tremblante d'indignation. Le plan semblait parfait, mais Anna remarqua que Sylvia allait de plus en plus mal. Sa respiration devenait irrégulière, ses mains tremblaient. Madame Sylvia, ça ne va pas, vous êtes très pâle, vous devez vous asseoir, dit Anna, inquiète, guidant la dame vers un banc voisin. Sylvia tenta de sourire, mais l'effort était visible. Ce n'est rien, petite. Juste la lassitude de porter tant de secrets depuis si longtemps. Tu sais, moi aussi je suis malade, un cancer découvert il y a quelques mois. Mais cela n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste avant qu'il ne soit trop tard, chuchota Sylvia, sa voix faiblissant. Le soleil disparaissait presque à l'horizon lorsque Sylvia commença à vaciller, son regard se brouillant. Elle lutta pour rester consciente. Anna, prends mon sac. Les documents sont à l'intérieur. Tu dois les apporter à Benjamin. Ne laisse pas Lucas gagner, ne le laisse pas détruire plus de vie, murmura Sylvia avant que ses yeux ne roulent en arrière. Anna la rattrapa avant sa chute, criant à l'aide. Les derniers mots de Sylvia résonnaient dans son esprit. Mon Dieu, pourquoi fais-tu cela? D'abord ma grand-mère, maintenant la seule personne qui peut m'aider est aussi malade. Comment puis-je affronter Lucas toute seule? Pensa Anna, désespérée, tenant le corps inerte de Sylvia et le sac renfermant les précieux documents. Des gens commencèrent à se rassembler, quelqu'un appela une ambulance. Le ciel s'assombrissait rapidement sur Atlanta, comme si la nature elle-même reflétait la gravité de l'instant. Sylvia, s'il vous plaît, ne lâchez pas maintenant. Nous devons sauver Monsieur Benjamin, nous devons sauver ma grand-mère. Je ne peux pas y arriver seule. Je ne sais pas comment affronter quelqu'un comme Lucas sans vous, supplia Anna, ses larmes tombant sur le visage pâle de Sylvia. Au loin, les sirènes commencèrent à retentir. Les fleurs oubliées dans le panier d'Anna furent emportées par le vent de la nuit, se dispersant sur la place, témoin silencieux d'une nouvelle tragédie dans la vie de la fillette. Le sac de documents pesait lourd dans ses petites mains, non seulement par son contenu, mais par la responsabilité qu'il représentait. Que faire maintenant? Où aller avec ces documents? Comment sauver tout le monde, seul? Murmura Anna, tandis que les gyrophares de l'ambulance illuminaient la place de rouge et de bleu. L'ambulance emmena Sylvia à l'hôpital public, mais elle insista pour sortir quelques heures plus tard, déterminée à partager ses découvertes avec Anna. Les deux marchèrent lentement jusqu'à la maison simple de Sylvia, dans un quartier modeste d'Atlanta. L'environnement était propre, organisé, avec de vieilles photos au mur, racontant en silence une époque plus prospère. Pardonne-moi de t'avoir effrayée sur la place, ma chère. Ce corps me trahit, mais mon esprit est encore vif, et il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Des histoires qui lient ton destin et celui de Benjamin de façon que tu ne peux imaginer, dit Sylvia, assise dans un vieux fauteuil bien entretenu. Anna observait chaque détail pendant que Sylvia, les mains tremblantes, préparait un thé. Ses yeux furent attirés par une photo en particulier, une jeune Sylvia à côté d'une dame élégante qui souriait doucement. Sylvia remarqua son intérêt et soupira profondément. C'est Madame Helena Harper, la mère de Benjamin. Nous étions plus qu'employeuses et employés, nous étions amis. Elle était infirmière, tu sais, tout comme ta grand-mère Ruth. Le destin a parfois de ces coïncidences presque providentielles, révéla Sylvia, la voix étranglée par l'émotion. Sylvia se rassit, tenant une tasse de thé qui tremblait légèrement entre ses mains. Ces mots suivants glacèrent Anna. Helena est morte parce qu'elle n'a pas pu recevoir des soins médicaux à temps. Le père de Benjamin, trop fier et ruiné, refusa de demander de l'aide à ses amis. Quand il ravala sa fierté, il était trop tard. Benjamin n'avait que 15 ans. C'est pourquoi il a créé tant de projets sociaux dans le domaine de la santé, construit des cliniques dans les quartiers pauvres, établi des programmes d'assistance médicale, afin que plus personne ne traverse ce que sa mère avait subi, expliqua Sylvia, des larmes silencieuses coulant sur son visage marqué par le temps. Anna sentit son cœur se serrer à chaque révélation. Sylvia poursuivit, la voix amère, mais Lucas n'a jamais compris la vraie valeur de ses projets. Pour lui, c'était de l'argent perdu, qui aurait pu rapporter plus placé à la banque. Il a commencé à couper les fonds, à fermer les unités jugées non rentables, à réduire les services gratuits. Benjamin était trop occupé par l'expansion des affaires pour s'en rendre compte,
Et moi, j'ai tout gardé, chaque document, chaque preuve, attendant le moment de tout révéler. Sylvia se leva, prit une vieille boîte dans un placard, pleine de papiers, de rapports financiers, de mémos internes et de photographies. Elle étala le tout sur la table basse, ses mains désormais fermes sous l'urgence de la révélation. Regarde, Anna, voilà la preuve de la façon dont Lucas a détourné des millions des projets sociaux, falsifié des rapports pour tromper son père, soudoyer des employés pour garder le secret. Il a transformé l'héritage de bonté de Benjamin en une machine à profit, sans se soucier des vies que cela coûtait, expliqua Sylvia, la voix tremblante d'indignation. Anna examina les documents, les yeux écarquillés, reconnaissant le nom d'hôpitaux et de cliniques fermés au fil des ans. Sylvia montra un rapport en particulier, celui-ci prouve comment il a fermé la clinique de ton quartier, celle qui pourrait soigner ta grand-mère maintenant. Il a convaincu Benjamin qu'elle était en faillite, alors qu'il avait en réalité détourné tout le budget pour ses investissements personnels. J'ai même les comptes bancaires où est allé l'argent, révéla Sylvia, la voix basse, mais chargée de détermination. Le soleil commençait à se coucher lorsque Sylvia partagea sa découverte la plus troublante. Et ce n'est pas tout, Anna. Lucas ne détruit pas seulement les projets sociaux, il détruit son propre père. J'ai trouvé des preuves qu'il falsifie les médicaments de Benjamin, augmentant les doses pour le laisser confus et dépendant, afin de le faire interner dans une clinique psychiatrique et prendre définitivement tout le pouvoir. C'est un plan aussi cruel que brillant, expliqua Sylvia, les mains tremblantes en montrant les analyses des médicaments. Anna sentit le poids de chaque révélation comme un coup physique. Sa voix sortit en tremblant lorsqu'elle réussit enfin à parler. Comment quelqu'un peut-il faire ça à son propre père? Comment peut-il détruire tant de vies pour de l'argent? Monsieur Benjamin a sauvé tant de gens, aidé tant de personnes, et son propre fils détruit tout ça. Sylvia organisa les documents les plus importants dans un dossier, l'expression résolue. C'est pourquoi nous devons agir vite, Anna. Benjamin doit savoir tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Avec ces preuves, nous pourrons empêcher Lucas de l'interner, sauver les projets sociaux, et aider ta grand-mère. Mais il faut être prudente. Lucas est dangereux quand il se sent menacé, avertit Sylvia, refermant soigneusement le dossier. Le silence de la nuit fut brisé par le bruit de pas dans le couloir extérieur. Sylvia se figea, reconnaissant le rythme familier. Anna, prends les documents et cache-toi dans la chambre, vite. Ne le laisse pas te voir, chuchota Sylvia, poussant le dossier dans les mains de la fillette. Anna eut à peine le temps de se cacher que la porte du salon s'ouvrit violemment. La voix de Lucas trancha l'air comme une lame. Quelle intéressante réunion tu as là, Sylvia. Je pensais qu'après toutes ces années, tu aurais compris qu'il ne faut pas se mêler des affaires de famille. Sylvia resta ferme, faisant face à Lucas avec dignité. C'est ma maison, Lucas. Comment oses-tu me suivre? Demanda-t-elle, essayant de gagner du temps, priant pour qu'Anna reste cachée avec les documents. Son regard croisa brièvement la photo d'Elena, comme pour y puiser de la force. Anna, cachée dans la chambre, entendait la tension monter dans le salon. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que Lucas ne l'entende. Mon Dieu, il va tout découvrir, il va trouver les documents, blesser Sylvia, et je ne pourrai rien faire pour l'en empêcher. Aide-moi, s'il te plaît, pensa-t-elle, serrant le dossier contre sa poitrine. Lucas parcourut la pièce, faisant les 100 pas, chacun de ses pas résonnant lourdement. Ses yeux scrutèrent chaque recoin, s'attardant sur les photos et les papiers épars. Tu sais, Sylvia, j'ai toujours admiré ta loyauté, mais une loyauté mal placée est dangereuse. Je t'ai vu parler à cette petite vendeuse de fleurs sur la place. De quoi parliez-vous? Questionna-t-il, la voix désormais chargée de menaces. Sylvia resta debout, faisant face à Lucas avec un courage né d'années d'indignation contenue. Tu ne me fais plus peur, Lucas. Je ne suis plus ton employé, tu ne peux plus me réduire au silence par des menaces. Ta mère est morte en essayant de rendre ce monde meilleur, et regarde ce que tu as fait de son héritage, défia-t-elle, la voix forte malgré la peur. Anna retint son souffle, le dossier serré contre elle, tandis que la confrontation atteignait son paroxysme. Un vase se brisa, créant la diversion dont Anna avait besoin. Profitant de la confusion, elle s'échappa par la fenêtre de la chambre, le dossier fermement serré contre sa poitrine. La voix de Sylvia résonna dans la maison, occupant Lucas. N'as-tu pas honte de détruire tout ce que tes parents ont construit, tout l'amour qu'ils ont consacré à aider les autres? Ta mère en mourrait de chagrin si elle voyait ce que tu es devenu. Anna courut dans les ruelles étroites du centre-ville d'Atlanta, ses pieds nus cognant contre les pavés anciens. Ses cheveux noirs, désormais libres, fouettaient son visage. Je dois atteindre Monsieur Benjamin, lui montrer ses documents avant qu'il ne soit trop tard.
Sylvia risque tout pour moi, je ne peux pas la décevoir. Mais où aller? Le manoir est gardé, l'hôpital ne me laissera pas entrer, pensa-t-elle, le cœur affolé. Le bruit de pas lourd derrière elle glaça son sang. En se retournant, elle vit 2 hommes en costume, les gardes de Lucas, la poursuivant. Leur visage déterminé ne laissait aucun doute, ils feraient tout pour récupérer les documents. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Je ne peux pas les laisser m'attraper. J'ai la seule chance de sauver Monsieur Benjamin et ma grand-mère. Pourquoi tout est-il si difficile? Pourquoi des gens aussi riches sont-ils si cruels? Murmura-t-elle, haletante, se faufilant dans les ruelles. Anna connaissait ces rues par cœur. C'était son territoire de vendeuse de fleurs. Elle tourna dans un passage particulièrement étroit où les gardes, trop grands, auraient du mal à passer. Ses jambes la faisaient souffrir, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ils ne connaissent pas ces rues comme moi. Ils ignorent les raccourcis et les passages secrets. Mais je ne peux pas courir éternellement. À un moment, je devrais m'arrêter, et alors, que ferai-je? Pensa-t-elle, sautant par-dessus des caisses, évitant des cordes à linge. Le ciel s'assombrissait, rendant la fuite plus dangereuse encore. Anna entendait les gardes communiquer par radio, coordonnant leur poursuite. Sa poitrine brûlait, et le dossier semblait peser une tonne. Ils sont en train de m'encercler, comment Lucas a-t-il mobilisé autant de monde si vite? Il doit avoir des caméras partout, des gens dans tous les endroits importants. Comment lutter contre quelqu'un comme lui? Se demanda-t-elle, changeant à nouveau de direction. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Benjamin Harper sortait d'une vieille boutique, visiblement chancelant. Son visage était pâle, et il s'appuyait contre le mur pour rester debout. Anna comprit qu'il faisait une nouvelle crise, probablement à cause des médicaments altérés de Lucas. Monsieur Harper, non, pas maintenant. Il a besoin d'aide, mais si je m'arrête, les gardes vont m'attraper. J'ai les documents qui peuvent le sauver plus tard, mais à quoi bon s'il meurt maintenant? Son esprit s'affolait. Les gardes se rapprochaient, et Anna vit Benjamin glisser le long du mur, clairement en détresse. Leurs regards se croisèrent, et elle y vit la même douceur que lorsqu'il lui avait promis d'aider sa grand-mère. Pourquoi le destin me fait-il ça? Comment choisir entre sauver sa vie maintenant ou sauver son futur avec ses documents? Sylvia m'a dit que ces preuves sont la seule chance d'empêcher Lucas de l'interner, mais à quoi bon si Monsieur Benjamin meurt ici, devant mes yeux? Pensa-t-elle, serrant encore plus le dossier. Le temps sembla s'arrêter. Anna entendit son propre cœur battre dans ses oreilles, mêlé au pas des gardes qui approchaient et au souffle laborieux de Benjamin. Si je m'arrête pour l'aider, je perds toutes les preuves que Sylvia m'a confiées, car les gardes me rattraperont. Si je cours, je porte à jamais la culpabilité d'avoir abandonné quelqu'un dans le besoin. Quel genre de personne serais-je si je le laissais mourir? Se demanda-t-elle. Les gardes tournaient déjà le coin. Benjamin essayait de sortir quelque chose de sa poche, sûrement ses médicaments, mais ses mains tremblaient trop pour ouvrir le flacon. Il avait besoin de ces pilules, même falsifiées, pour survivre un peu plus longtemps. Sans elles, il pourrait mourir là, immédiatement. Mais si je l'aide, Lucas détruira les preuves, continuera à empoisonner son père. Comment faire le bon choix quand toutes les options semblent mauvaises? La tête d'Anna tournait, le dilemme l'écrasait. Le son d'autres gardes approchant d'une autre direction indiquait qu'elle était encerclée. Anna regarda le dossier dans ses mains, puis Benjamin, désormais presque assis sur le trottoir. Sylvia a tout risqué pour me donner ses preuves. Ma grand-mère est en train de mourir parce que Lucas a fermé les cliniques qui auraient pu la soigner. Comment puis-je penser à la justice ou à la vengeance quand quelqu'un est en train de mourir devant moi? Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Benjamin était maintenant allongé à terre, sa respiration se faisant plus difficile. Les gardes n'étaient plus qu'à quelques mètres. Anna pouvait entendre leur radio grésiller avec les ordres de Lucas. Si seulement je pouvais me dédoubler, aider Monsieur Benjamin et sauver les documents. Pourquoi une enfant doit-elle faire un choix si difficile? Cria-t-elle en silence, désespérée. Les sirènes d'une ambulance se firent entendre au loin, mais Anna savait qu'elle arriverait trop tard. Chaque seconde comptait pour la fuite et pour la vie de Benjamin. Et si je cache les documents quelque part? Mais où? S'ils m'attrapent, ils me forceront à dire où je les ai cachés. Si je les détruis, je perds la seule chance de prouver la vérité. Si je fuis, je porterai pour toujours la culpabilité d'avoir abandonné quelqu'un dans le besoin, réfléchit-elle, paniquée, son corps tremblant d'adrénaline et de peur. Les gardes approchaient à grands pas, et Anna voyait Benjamin perdre connaissance, ses yeux roulant en arrière. Leurs regards se croisèrent encore une fois, et elle y vit, malgré la douleur, une reconnaissance.
Il savait que c'était elle, la petite qui l'avait sauvée. Comment abandonner quelqu'un qui a promis d'aider ma grand-mère? Mais comment trahir Sylvia qui a risqué sa vie pour ses preuves? Anna luttait, sentant le poids insupportable de la décision sur ses frêles épaules. Le temps pour décider était écoulé. Anna entendit les gardes crier, encerclant la zone. Benjamin ne luttait plus, ce qui l'inquiétait davantage. S'il y avait quelqu'un pour m'aider, quelqu'un pour me dire quoi faire. Mais je suis seul, comme toujours depuis que j'ai perdu mes parents. Je dois décider maintenant, je n'ai plus de temps, murmura-t-elle, la voix brisée. La nuit était déjà tombée sur Atlanta, les lampadaires projetant des ombres dramatiques sur la scène. Anna se tenait au milieu de la ruelle, le dossier de documents dans une main, l'autre tendu vers Benjamin. Dans une seconde, je devrais choisir, fuir avec les preuves pour l'avenir ou revenir l'aider et sacrifier tout ce que Sylvia a fait. Mon Dieu, aide-moi à faire le bon choix, implora-t-elle, tandis que les pas des gardes et le souffle affaibli de Benjamin marquaient le compte à rebours. Les documents dans ses bras semblaient peser une tonne, chaque page recélant des secrets pouvant tout changer. Benjamin, allongé sur le trottoir, représentait une vie immédiate à sauver. Le temps était écoulé, Anna devait choisir. Tout choix que je fais maintenant changera des vies pour toujours. Je ne suis qu'une enfant, comment puis-je supporter un tel fardeau? Comment décider entre sauver une vie maintenant ou en sauver beaucoup dans le futur? Pensa-t-elle, le corps tremblant alors que le moment fatidique arrivait. Les larmes aux yeux, Anna fit son choix. Rapidement, elle cacha le dossier de documents derrière un grand bac de fleurs dans le parc de la ville voisine, puis courut aider Benjamin. Ses petites mains tremblaient en cherchant les médicaments dans la poche de l'homme d'affaires. « Pardonne-moi, Sylvia, mais je ne peux pas le laisser mourir. Ma grand-mère m'a toujours appris qu'une vie valait plus que tous les documents du monde, chuchota-t-elle. Monsieur Harper, tenez bon, je sais que ces pilules sont trafiquées, mais c'est tout ce que nous avons. Les gardes arrivèrent rapidement, encerclant Anna et Benjamin. La fillette vit leur regard triomphant lorsqu'un d'eux trouva le dossier caché. Benjamin, encore confus, mais reprenant doucement ses esprits, serra la main d'Anna. « Pourquoi es-tu revenue m'aider, petite? Je t'ai vu courir, tu fuyais quelque chose d'important. Et maintenant je sens que tu as perdu quelque chose de précieux à cause de moi, dit-il, la voix faible, mais inquiète. Lucas arriva quelques minutes plus tard, son costume impeccable contrastant avec la scène chaotique. Il tenait le dossier de documents, un sourire victorieux aux lèvres. « Eh bien, qu'avons-nous là? Une petite voleuse qui essaie de dérober des documents confidentiels et d'impliquer mon père dans ses machinations? Cela va te coûter très cher, Anna, très cher, menaça-t-il, feuilletant les papiers avec dédain. Anna, toujours agenouillée près de Benjamin, sentit son cœur se serrer en voyant Lucas déchirer certaines des preuves les plus importantes. Sa voix sortit tremblante, mais déterminée, « Ce ne sont pas des magouilles, ce sont des preuves. Des preuves montrant comment tu as détruit les projets sociaux de ton père, falsifié ses médicaments, et prévois de le faire interner. Sylvia a tout conservé, chaque papier, chaque preuve de tes mensonges. » Benjamin, toujours assis à terre, regarda son fils avec choc et incrédulité. Ses mains tremblaient, mais cette fois pas à cause des médicaments. « Lucas, de quoi parle-t-elle? Quelle est cette histoire de médicaments trafiqués, de cliniques psychiatriques? Et pourquoi détruis-tu ces documents sans même me les montrer ?» demanda-t-il, la voix gagnant en force tandis que la confusion cédait la place à la suspicion. Lucas tenta de garder son calme, mais Anna vit la panique dans ses yeux. Il s'approcha de son père avec une fausse sollicitude. « Père, n'écoute pas cette fille. Elle est évidemment dérangée, sans doute instruite par Sylvia pour semer la discorde dans notre famille. J'ai déjà déposé une plainte pour diffamation contre Sylvia, et je vais poursuivre cette fille également, expliqua-t-il, sa voix mielleuse masquant la menace. Anna regarda, horrifiée, Lucas continuait à détruire les preuves, jetant les lambeaux de papier dans le vent du parc. Sa voix sortit étranglée. « Monsieur Harper, s'il vous plaît, croyez-moi. Votre mère est morte parce qu'elle n'a pas eu accès aux soins. C'est pour cela que vous avez créé toutes ces cliniques populaires. Lucas les a toutes fermées, détourné l'argent, détruit l'héritage de votre mère. Sylvia a toutes les preuves, elle a travaillé pour votre famille pendant 20 ans. » Benjamin essaya de se lever, ses yeux fixant les documents éparpillés. L'un d'eux tomba près de lui, et Anna vit ses yeux s'écarquiller en le lisant. « Ceci est le rapport de la clinique du quartier Santa Rosa. Tu m'avais dit qu'elle était en faillite, Lucas, mais ici il est écrit qu'elle était rentable. Pourquoi ce document est-il déchiré? Pourquoi détruis-tu les papiers de la compagnie au milieu du parc? Interrogea-t-il, la voix chargée de méfiance.
Lucas fit un geste rapide au garde pour qu'il ramasse les morceaux. Son masque de fil dévoué commençait à se fissurer. Sylvia est devenue folle, père. Elle a falsifié ses documents, envoyé cette gamine nous espionner, elle essaie de détruire notre famille. Je vais la poursuivre en justice jusqu'à son dernier sou, et m'assurer qu'elle ne nous approche plus jamais, menaça-t-il, la voix tremblante de fureur. Anna essaya d'attraper quelques feuillets, mais les gardes l'en empêchèrent. Ces mots sortirent dans un flot désespéré. Sylvia n'est pas folle, elle est malade, elle a un cancer, elle est en train de mourir, mais elle a quand même risqué sa vie pour révéler la vérité. Elle aimait votre mère, monsieur Harper, elles étaient amies. Ne laissez pas Lucas détruire son héritage à elle non plus. Benjamin, à présent debout, s'appuyait sur un banc du parc. Ses yeux passaient de Lucas à Anna, 30 années de confiance commençant à s'effriter. Mon fils, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Pourquoi ai-je été si confus ces derniers temps ? Pourquoi toutes les cliniques que j'ai bâties ferment-elles les unes après les autres ? Pourquoi ne me laisses-tu jamais voir les rapports financiers complets ? Demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Lucas ajusta sa cravate, essayant de reprendre le contrôle, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le teint de Lucas se vida lorsqu'il entendit le message. Cette vieille fouineuse de Sylvia vient de donner une interview à un journal local. Elle pense pouvoir me menacer ? Je vais la détruire, lui faire amèrement regretter chaque mot. S'écria-t-il, oubliant un instant son rôle de fils dévoué. Anna sentit son propre téléphone vibrer dans sa poche. Un message de l'hôpital public. En lisant l'écran, son cœur s'arrêta. Non, 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 grand-mère Ruth fait une crise cardiaque. Je dois y aller tout de suite, j'ai besoin d'être avec elle. Mais je ne peux pas laisser monsieur Harper seul avec Lucas, pas après avoir découvert tout cela, pensa-t-elle, déchirée entre deux urgences. Le soleil commençait à se coucher sur le parc, projetant de longues ombres sur la scène dramatique. Benjamin avait ramassé un morceau de papier et le lisait, ses mains tremblant de plus en plus. Lucas, est-ce ta signature autorisant la fermeture de la clinique pédiatrique, celle que ta mère aimait tant ? Comment as-tu pu faire ça sans me consulter ? Demanda-t-il, la voix étranglée. Anna reçut un autre message urgent de l'hôpital. Des larmes coulèrent librement sur son visage alors qu'elle regardait Benjamin, puis son téléphone, puis Lucas, qui continuait à détruire les preuves. Comment choisir maintenant ? Ma grand-mère est en train de mourir, mais si je pars, Lucas va tout manipuler à nouveau, convaincre son père que tout n'est que mensonge, le faire interner, détruire toutes les preuves. Pourquoi dois-je toujours choisir entre deux personnes que j'aime ? Songea-t-elle, le corps tremblant d'angoisse. Le téléphone d'Anna sonna une troisième fois, cette fois avec de pires nouvelles de l'hôpital. Sa grand-mère ne répondait pas à la réanimation, et les médecins demandaient la présence d'un membre de la famille. Le temps pressait pour Ruth, autant que pour la chance d'exposer Lucas. Monsieur Harper, pardonnez-moi, mais je dois y aller. Ma grand-mère est en train de mourir. S'il vous plaît, ne croyez pas les mensonges de votre fils. Trouvez Sylvia, elle a plus de preuves. Ne le laissez pas détruire tout ce que votre femme aimait. Cria Anna, commençant à courir vers l'hôpital. Elle laissa derrière elle un Benjamin stupéfait et un Lucas furieux. Anna courut dans les couloirs de l'hôpital public, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ses tresses en bataille et ses vêtements sales trahissaient la précipitation des événements survenus au parc. En tournant vers l'unité de soins intensifs où sa grand-mère était admise, elle faillit percuter une silhouette familière. Benjamin Harper était là, s'appuyant sur une canne, le visage marqué par l'inquiétude sincère. « Monsieur Harper, que faites-vous ici ? Vous devriez vous reposer après ce qui est arrivé dans le parc. »« Et où est Lucas ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il n'est pas avec vous. » s'exclama Anna, les mots se bousculant tandis qu'elle tentait de reprendre son souffle. Benjamin posa une main tremblante sur l'épaule d'Anna. Ses yeux brun clair brillaient de détermination malgré sa fatigue évidente. Il avait suivi la fillette jusqu'à l'hôpital, ignorant les protestations de ses gardes. « Anna, je ne pouvais pas rester à la maison après ce qui s'est passé. Les mots de Sylvia dans le journal, les documents déchirés, tes accusations contre Lucas, tout commence à prendre sens. Les pertes de mémoire, la confusion, les décisions dont je ne me souvenais pas. Je dois connaître la vérité, comprendre ce que mon fils a fait de l'héritage de sa mère, confessa-t-il, la voix lourde d'émotion. Le son de pas précipités résonna dans le couloir, et Anna reconnut immédiatement la démarche ferme de Lucas. Il apparut, toujours vêtu de son costume impeccable, mais cette fois l'expression défaite. « Père, tu ne peux pas croire les mensonges de cette fille. Elle et Sylvia essaient de nous manipuler pour détruire notre famille. Garde, emmenez mon père d'ici immédiatement. »
Il est encore sous l'effet des médicaments, il n'est pas en état de réfléchir clairement, ordonna-t-il, la voix teintée de panique. Benjamin resta ferme, sa main toujours sur l'épaule d'Anna. Pour la première fois depuis longtemps, sa voix était claire et dénuée de confusion, seulement empreinte d'une douloureuse lucidité. Non, Lucas, ça suffit, assez de mensonges, assez de manipulations. Je veux savoir pourquoi tu as fermé la clinique pédiatrique fondée par ta mère, pourquoi les rapports financiers des projets sociaux ont disparu, et pourquoi je me sens de plus en plus confus et dépendant de toi. Je veux la vérité, mon fils, et je la veux maintenant, exigea Benjamin, sa voix résonnant dans le couloir silencieux. Anna, le cœur lourd, se trouvait déchirée. Sa grand-mère était peut-être en train de mourir, mais elle devait soutenir Benjamin en cet instant critique. Elle serra les poings tandis que Lucas tentait à nouveau de détourner la conversation. Monsieur Harper, votre épouse a bâti cette clinique avec tant d'amour, c'était sa fierté, elle a sauvé tant d'enfants. Lucas l'a fermée, ainsi que toutes les autres, il a détourné l'argent, falsifié des documents, tout pour son profit personnel. Sylvia a conservé chaque preuve, chaque transaction suspecte, révéla Anna, la voix tremblant d'indignation. Lucas avança vers Anna, menaçant, mais Benjamin s'interposa, chancelant légèrement, soutenu par sa canne. Ce mouvement brusque fit vaciller le vieil homme, mais il tint bon. « Est-ce vrai, Lucas ? Réponds-moi, as-tu détruit tout ce que ta mère avait construit ? As-tu transformé nos projets pour les pauvres en machines à profit ? As-tu falsifié mes médicaments pour me garder confus et dépendant ?» demanda Benjamin, chaque mot chargé de douleur et de déception. Le couloir, habituellement animé, sembla figé dans le temps. Infirmières et patients observaient à distance, respectant la confrontation familiale. Lucas, acculé par les questions de son père, perdit enfin son masque. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les affaires, père. » Ces cliniques étaient un gouffre financier, l'argent investi en charité aurait pu rapporter des millions. Maman était une rêveuse, mais moi je vis dans le monde réel, explosa Lucas, révélant enfin sa véritable nature. Benjamin pâlit, comme s'il avait été giflé. Sa main serra sa poitrine, et Anna, reconnaissant les signes d'une nouvelle attaque cardiaque, s'empressa de le soutenir. « Lucas, comment as-tu pu trahir tout ce en quoi ta mère croyait ? Elle est morte faute de soins, et toi, tu condamnes d'autres personnes au même sort ? En plus, tu as empoisonné ton propre père. » cria Anna, ses larmes coulant à flots. Le visage de Lucas se déforma, exprimant le mépris. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la jeta aux pieds d'Anna. « Voilà ton choix, gamine. Un chèque assez gros pour sauver ta grand-mère. Prends-le et disparais, ou je ferai de ta vie un enfer. Quant à toi, père, il est temps d'accepter l'internement en clinique psychiatrique. Tu n'es clairement plus en état de prendre des décisions, menaça-t-il, la voix glaciale. » Benjamin, s'appuyant sur Anna, rassembla tout son courage. Son regard, autrefois trouble, brillait désormais d'une détermination farouche. « Tu n'es plus mon fils, Lucas. Le fils que j'ai élevé est mort en même temps que les valeurs que ta mère chérissait tant. À partir d'aujourd'hui, tu es déshérité. Je rouvrirai toutes les cliniques, je reconstruirai tout ce que tu as détruit, même si c'est la dernière chose que je fais, déclara-t-il, la voix faible mais résolue. La réaction de Lucas fut instantanée et violente. Il avança vers son père, le visage déformé par la rage. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton seul fils, tout ce que j'ai fait était pour accroître notre fortune. Tu es confus, tu as besoin d'être interné. Garde, emmenez mon père maintenant. » hurla-t-il, perdant tout contrôle. Anna s'interposa, son petit corps tremblant mais déterminé. Sa voix, malgré la peur, fut ferme. « Ta mère aurait honte de toi, Lucas. Sylvia m'a raconté combien elle était gentille, comment elle rêvait d'aider les gens. Monsieur Benjamin a continué son œuvre, mais toi, tu as transformé l'amour en cupidité, la compassion en profit. » Benjamin commença à transpirer abondamment, sa respiration devenait difficile. Le stress de la confrontation atteignait son cœur fragile. « Anna, j'ai besoin, tu dois trouver Sylvia. Elle doit montrer les preuves à la presse. Ne laisse pas Lucas détruire encore tout ça, murmura-t-il, chaque mot accompagné d'une douleur croissante dans la poitrine. Les moniteurs de la chambre voisine, où Ruth était admise, se mirent à biper frénétiquement, tandis que Benjamin s'effondrait à genoux, se tenant la poitrine. Anna se retrouva déchirée entre deux urgences mortelles. « Mon Dieu, je ne peux pas perdre les deux. Ma grand-mère est en train de mourir, Monsieur Benjamin est à l'agonie. Pourquoi le destin me force-t-il à choisir entre des choix impossibles ?» pensa-t-elle, dévorée par l'angoisse.
Lucas profita de la confusion pour faire signe aux gardes d'apporter un fauteuil roulant. Son sourire triomphant revint lorsqu'il vit son père glisser au sol, en pleine crise cardiaque. « Tu vois, père, tu n'es pas en état de prendre des décisions. Je vais m'occuper de toi à la clinique. Quand tu en sortiras, tu comprendras que tout ce que j'ai fait était pour ton bien, » dit-il, sa voix mielleuse dissimulant à peine la menace sous-jacente. Le couloir de l'hôpital public se transforma en une scène de chaos. Benjamin, complètement pâle, saisissait le bras d'Anna, cherchant à la regarder une dernière fois. Ses yeux, emplis de douleur et de regret, croisèrent ceux de la fillette. « Anna, ne le laisse pas gagner, et ta grand-mère, les cliniques. »« Elena » furent ses derniers mots avant de perdre connaissance, son corps lourd glissant sur le sol de l'hôpital, tandis que Lucas souriait et que les moniteurs dans la chambre de Ruth retentissaient. Le chaos laissa place à un silence funèbre lorsqu'Anna se réfugia dans la petite chapelle de l'hôpital. L'endroit était vide, éclairé seulement par la lumière vacillante des bougies votives. Ses genoux cédèrent, pour la première fois depuis le début, elle laissa ses larmes couler librement. « Dieu, pourquoi mets-tu une enfant à l'épreuve de cette façon ? Ma grand-mère Ruth et monsieur Benjamin sont en train de mourir, Sylvia est malade, et Lucas continue de détruire tout ce qu'il touche. Je ne suis pas assez forte pour porter un tel fardeau. J'ai besoin d'un miracle, » sanglota Anna, sa tresse défaite, le visage baigné de larmes. Le doux bruit de pas interrompit sa prière désespérée. Anna reconnut la silhouette de Sylvia, encore plus fragile à la lueur des cierges. Son visage brun était marqué par la douleur, et elle s'appuyait contre le mur de la chapelle. « Ma petite guerrière, je savais que je te trouverais ici. Je t'ai observé te battre inlassablement, ta force face à tant d'adversité. Mais maintenant, j'ai quelque chose à te dire qui rendra tout encore plus difficile, » dit Sylvia, la voix tremblante en s'asseyant à côté d'Anna. Anna regarda Sylvia, la peur au ventre. Les mains tremblantes de l'ancienne gouvernante fouillèrent dans son sac, l'effort semblant lui coûter le peu d'énergie qui lui restait. « Sylvia, tu n'as pas l'air bien, tu devrais te reposer, pas te soucier de moi. Tu as déjà pris tellement de risques pour m'aider et révéler la vérité sur Lucas. S'il te plaît, ne te fatigue pas davantage, » supplia Anna, tenant les mains de Sylvia avec affection. Sylvia sourit tristement, ses yeux bruns foncés brillant de larmes retenues. Les mots sortirent comme un murmure douloureux. « Anna, mon temps est compté. Le cancer s'est étendu, les médecins ne me donnent plus que quelques semaines à vivre. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de partir sans avoir obtenu justice, sans t'avoir aidé, toi et Benjamin, à stopper Lucas. Elena, ma meilleure amie, comptait sur moi, et je suis en train de faillir à sa mémoire, » confessa Sylvia, la voix brisée par une toux sèche. La lumière des bougies dansait sur les murs, projetant des ombres mouvantes comme des spectres dansants. Anna serra Sylvia dans ses bras tandis qu'une autre quinte de toux la secouait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Nous devons faire quelque chose, trouver un traitement, tu ne peux pas abandonner maintenant, pas alors que nous sommes si près de démasquer Lucas, » s'exclama Anna, le cœur brisé de voir une autre personne aimée souffrir ainsi. À ce moment, la porte de la chapelle s'ouvrit, révélant la haute silhouette de Lucas. Son sourire cruel glaça le sang d'Anna. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, comme une satisfaction malsaine. Quelle scène touchante, la vieille gouvernante mourante et la petite vendeuse de fleurs, unies dans leur croisade pour la justice, lança-t-il, s'avançant avec des pas calculés. Sylvia essaya de se lever, mais ses jambes fléchirent. Lucas continua, sa voix mielleuse résonnant entre les murs sacrés. « Je connais un traitement expérimental en Suisse, très cher, bien sûr, mais avec de forts taux de réussite pour des cas comme le tien, Sylvia. Je peux tout arranger, billets, admission, les meilleurs médecins. En échange, tu n'auras qu'à retirer tes accusations, détruire toutes les preuves qu'il te reste contre moi, et ne plus jamais approcher ma famille. » Il tendit une épaisse enveloppe vers Sylvia. Anna, horrifiée, vit Sylvia prendre l'enveloppe d'une main tremblante. Sa voix sortit désespérée. « Sylvia, non. Tu ne peux pas accepter ça. C'est exactement comme sa mère est morte, sans traitement, et maintenant il utilise la même tactique pour acheter ton silence. Ne le laisse pas gagner comme ça, je t'en prie. » cria-t-elle, agrippant la manche de Sylvia. Le silence dans la chapelle était assourdissant tandis que Sylvia examinait les documents. Ses mains tremblaient, mais ses yeux lisaient chaque mot. Lucas, voyant son hésitation, appuya. « Choix difficile, n'est-ce pas, Sylvia ? D'un côté, quelques semaines de souffrance dans un hôpital public, de l'autre, la chance de vivre 5, peut-être 10 années de plus, confortable et en sécurité. Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour une cause perdue ?
railla-t-il, son sourire s'élargissant à mesure qu'il sentait la résistance de Sylvia diminuer. Anna sentit Sylvia faiblir à côté d'elle, sa résistance s'étiolant à chaque seconde. Finalement, la voix de Sylvia sortit, brisée. « Anna, pardonne-moi, j'ai tellement peur de mourir, de partir sans avoir assez vécu. Elena me pardonnerait, elle comprendrait ma faiblesse. Peut-être vaut-il mieux comme ça, murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues ridées. Lucas profita de cet instant de faiblesse pour enfoncer le clou. « Réfléchis bien, Sylvia. Avec ce traitement, tu pourrais avoir encore des années, voyager, réaliser tes rêves, vivre sans souci financier. Vaut-il la peine de mourir par fierté ?» demanda-t-il, sa voix faussement compatissante. Anna vit le monde s'écrouler tandis que Sylvia signait les documents que Lucas lui avait donnés. Ses propres larmes coulèrent en silence. « Sylvia, je t'en supplie, pense à Madame Elena, pense à Monsieur Benjamin. Lucas détruit tout, il tue des gens en fermant les cliniques. Comment peux-tu abandonner maintenant ?» implora Anna, ses larmes tombant sur les papiers. Sylvia évita de regarder Anna, achevant de signer. Sa voix était lourde de honte et de regret. « Parfois, ma petite, nous devons choisir entre ce qui est juste et ce qui est possible. Je n'ai plus la force de me battre, plus le temps. Pardonne-moi d'être faible, de choisir la vie plutôt que la justice. » Elle remit les documents signés à Lucas. Lucas rangea les papiers, un sourire triomphant aux lèvres, aidant Sylvia à se relever. Ses mots étaient venimeux. « Tu as fait le bon choix, Sylvia. Le jet pour la Suisse part dans 2 heures. Quant à toi, Anna, je te suggère d'accepter la réalité. Certaines batailles ne peuvent être gagnées. Ta grand-mère et Benjamin vont mourir, et tu ne peux rien y faire, déclara-t-il, guidant Sylvia vers la porte. Anna resta seule dans la chapelle, entourée seulement des lumières vacillantes des bougies et du poids écrasant de la trahison. Ces mots résonnèrent dans l'espace vide. Comment puis-je continuer à me battre seule ? Sylvia était notre seul espoir pour prouver les actes maléfiques de Lucas. Maintenant, il va gagner, tout détruire, et je ne peux rien faire pour l'en empêcher, sanglota-t-elle, son corps frêle secoué par le désespoir. Le bruit des pas de Sylvia et Lucas s'éloignait dans les couloirs, emportant un autre PN de l'espoir d'Anna. Elle resta agenouillée devant l'autel, ses larmes tombant sur ses mains jointes en prière. « Dieu, montre-moi un chemin. Je ne peux pas laisser Lucas gagner, ne peux pas laisser plus de gens mourir comme Madame Elena. Mais comment une enfant peut-elle lutter seule contre quelqu'un d'aussi puissant ?» implora-t-elle. La nuit tomba sur Atlanta tandis qu'Anna quittait la chapelle, le cœur lourd après la trahison de Sylvia. Elle traîna ses pieds fatigués jusqu'à la chambre de Ruth. L'endroit était calme, à part le bip constant des moniteurs cardiaques. Sa grand-mère semblait si petite, si fragile, ses cheveux blancs formant un halo sur l'oreiller. « Mamie, je ne sais plus quoi faire. Sylvia nous a abandonnés, Monsieur Benjamin est tenu sous sédatif par Lucas, et je suis complètement seule dans ce combat. Comment puis-je sauver tout le monde ?» murmura Anna, tenant la main froide de Ruth. À sa grande surprise, Ruth commença à bouger légèrement les doigts. Ses yeux bruns foncés s'ouvrirent difficilement. Sa voix n'était qu'un souffle, mais elle portait une urgence. « Anna, mon amour, écoute-moi attentivement. Il y a quelque chose que j'ai gardé toutes ces années, quelque chose qui pourrait tout changer. Au fond de mon vieux placard, derrière la boîte de photos, il y a un journal. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Madame Elena Harper, révéla Ruth, la voix brisée par une respiration laborieuse. Anna sentit son cœur s'emballer. Elle serra la main de Ruth, la pressant de continuer. Ruth prit une inspiration difficile et reprit « J'ai rencontré Elena quand nous travaillions toutes deux dans ce même hôpital, il y a de nombreuses années. Nous étions de jeunes infirmières pleines de rêves et d'espoir. Elle parlait toujours de créer des cliniques gratuites, d'aider ceux qui ne pouvaient pas se payer de soins. Le jour où elle est tombée malade, elle m'a confié son journal, disant qu'un jour, il pourrait être nécessaire pour rappeler à son fils ce qui est réellement important. » Ruth fit une pause, essayant de reprendre son souffle. Anna l'aida à se redresser un peu. Les yeux de Ruth brillèrent d'une détermination nouvelle. Elena savait qu'elle allait mourir, elle savait que son mari, trop fier, ne demanderait pas d'aide à temps. Mais elle se souciait plus de Lucas que de sa propre vie. « Mon petit Lucas change, » me disait-elle, l'argent empoisonne son cœur, j'ai peur de ce qu'il deviendra. Benjamin est trop bon pour remarquer, mais elle voyait les signes. C'est pourquoi elle a tout écrit dans ce journal, ses espoirs, ses peurs. Les larmes coulèrent sur le visage d'Anna à l'évocation de cette histoire. Ruth poursuivit, la voix plus pressante. Dans le journal, Elena a écrit sur ces derniers jours comment elle a regardé Lucas devenir de plus en plus obsédé par l'argent et le pouvoir, même enfant.
Elle prévoyait déjà qu'il pourrait détruire tout ce qu'elle et Benjamin avaient voulu construire. « Mon fils doit se souvenir qu'il y a des choses plus importantes que l'argent », écrivait-elle. Il doit se rappeler que sa mère n'est pas morte par manque de ressources, mais par manque d'humanité. Une nouvelle quinte de tout interrompit Ruth, mais elle refusa de s'arrêter. « Anna, tu dois trouver ce journal. » Les mots d'une mère ont un pouvoir que ni les preuves ni les documents ne peuvent atteindre. Elena a écrit des lettres à Lucas, une pour chaque anniversaire qu'elle ne pourrait pas vivre, remplies d'amour, de rêves et d'espoir qu'il suivrait son héritage de bonté. Si quelque chose peut toucher son cœur, ce sont les mots de sa mère, insista Ruth, serrant la main d'Anna avec une force surprenante. Les larmes d'Anna coulaient sans retenue, absorbant chaque mot de Ruth. La vieille femme continua, la voix s'affaiblissant, « Le journal est caché pour une bonne raison, ma petite. » Elena savait que Lucas chercherait à détruire toute preuve pouvant le faire remettre en question. Elle m'a fait promettre de ne le révéler que lorsque ce serait absolument nécessaire, lorsque son fils serait sur le point de franchir une limite sans retour. Anna, ce moment est arrivé. Ruth déclara d'une voix plus faible. Dans les dernières pages du journal, Elena a écrit une confession. Elle aurait pu se sauver, il existait un traitement expérimental, mais exorbitant, qui aurait pu la guérir. Au lieu de dépenser l'argent pour elle, elle l'a utilisé pour construire une nouvelle clinique dans un quartier très pauvre. Si ma mort peut sauver des centaines de vies, alors elle aura un sens, a-t-elle écrit. Les moniteurs commencèrent à indiquer des signes de détresse. Le souffle de Ruth se faisait plus difficile, mais elle s'accrocha. Va, Anna, va chercher ce journal. Utilise les mots d'Elena pour rappeler à Lucas qui il était, qui sa mère rêvait qu'il devienne. Parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de ce qui compte vraiment, implora Ruth, ses yeux commençant à se troubler. Anna se leva, prête à courir chercher le journal. Mais Ruth la retint une dernière fois. Anna, pardonne-moi de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Sache que je suis fier de la personne que tu es devenue, de ta force et de ta gentillesse. Tu me rappelles tellement Elena, pensant toujours aux autres avant toi-même. Les médecins entrèrent, alertés par les moniteurs. L'un d'eux posa une main sur l'épaule d'Anna, le visage grave. « Petite, je crois qu'il est temps de dire au revoir. Ta grand-mère est très faible, son cœur ne répond pas au traitement comme nous l'espérions, » expliqua-t-il doucement. Ruth lutta pour garder les yeux ouverts. Ces derniers mots sortirent dans un souffle. « Anna, le journal, utilise-le. Les mots d'une mère peuvent changer des destins. Je t'aime, ma petite guerrière. Va sauver non seulement une vie, mais toutes celles que Lucas condamne par sa cupidité. » Ses yeux se fermèrent lentement, tandis que les médecins lançaient des procédures d'urgence. Anna sentit son monde s'écrouler. Son cœur se déchirait entre rester aux côtés de Ruth dans ses derniers instants et courir chercher le journal qui pourrait tous les sauver. « Ruth, pardonne-moi de te laisser maintenant, mais je te promets que je ne te décevrai pas. Je ne décevrai pas Madame Elena non plus. Je ferai se souvenir Lucas du garçon qu'il était, du fils que sa mère aimait tant, » jura Anna, les larmes lui brouillant la vue, s'élançant dans le couloir, tandis que le bruit des machines s'affolait résonnait derrière elle. Les médecins entreprirent des manœuvres de réanimation alors qu'Anna disparaissait dans les couloirs. Ces derniers mots résonnaient dans les murs de l'hôpital. « Tiens bon, mamie, j'apporterai le journal, je sauverai tout le monde, je vous rendrai fiers, toi et Elena. Je ne laisserai pas ton départ être vain, tout comme celui d'Elena ne l'a pas été. » Anna courut dans la nuit noire de la ville, le journal d'Elena serré contre sa poitrine, ses larmes séchant dans l'air froid. Arrivée aux grilles du manoir des Harper, elle n'hésita pas à sonner, même en sachant que Lucas pourrait la faire jeter dehors. « J'ai besoin de parler à monsieur Lucas Harper, c'est au sujet de sa mère Elena. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit silencieuse, agitant le journal en l'air. À sa surprise, ce fut Lucas lui-même qui apparut. Son visage, d'habitude si contrôlé, montrait des signes de fatigue et d'irritation. En voyant le journal dans les mains d'Anna, quelque chose changea dans son regard. « Où as-tu trouvé ça ? Ce journal, cette écriture, c'est impossible, » murmura-t-il, sa voix perdant de son assurance. Anna entra dans le manoir derrière Lucas, qui marchait comme en transe jusqu'à la bibliothèque. Benjamin était là, assis dans son fauteuil préféré, encore affaibli par la dernière attaque, mais conscient. Il observa la scène de loin. « Lucas, mon fils, que se passe-t-il ? Pourquoi laisses-tu entrer cette fillette ? Je pensais que tu avais interdit tout contact, » questionna Benjamin, la voix faible mais curieuse en voyant l'expression troublée de son fils. Lucas s'assit lourdement dans un fauteuil en cuir, le journal tremblant entre ses mains. Anna s'approcha, cette fois sans crainte. Sa voix était douce. «
mais ferme. Votre mère a écrit ce journal dans ces derniers jours, elle savait qu'elle mourrait, savait que l'argent vous changeait, même si vous étiez très jeune. Ruth, ma grand-mère, l'a gardé toutes ces années, attendant le moment où vous auriez le plus besoin de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Anna ouvrit le journal à la première page. La voix de Lucas sortit étranglée alors qu'il lisait les mots d'Elena. « Mon très cher fils, si tu lis ceci, c'est que ce que je craignais est arrivé. Le pouvoir et l'argent ont commencé à empoisonner ton cœur, comme ils ont empoisonné celui de ton grand-père. J'écris ces mots avec mes dernières forces, espérant qu'un jour ils ramèneront à la surface le doux et compatissant garçon que tu étais, qui existe toujours en toi. » Benjamin se leva difficilement, approchant de son fils. Lucas continua de lire, la voix brisée à chaque ligne. « Je me souviens du jour où tu as pleuré en voyant une famille expulsée de sa maison. Tu n'avais que 8 ans et tu as insisté pour donner toutes tes économies pour les aider. Maman, quand je serai grand, je veux construire des maisons pour tous ceux qui n'en ont pas. Qu'est-il arrivé à ce garçon, mon fils? À quel moment l'argent est-il devenu plus important que la compassion ?» Les larmes coulèrent librement sur le visage de Lucas. Anna resta silencieuse, le regardant parcourir les pages, découvrant les lettres d'Elena pour chaque anniversaire qu'elle ne pourrait pas fêter. Une en particulier le fit sangloter à voix haute. « Mon fils, aujourd'hui tu aurais 25 ans. J'imagine l'homme que tu es devenu et je prie pour que tu portes encore en ton cœur les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner. Souviens-toi toujours que notre vraie richesse ne réside pas dans nos coffres, mais dans les vies que nous touchons, les gens que nous aidons, l'amour que nous partageons. » Benjamin posa une main sur l'épaule de son fils, ses yeux brillants de larmes, reconnaissant les mots de son épouse défunte. Lucas tourna jusqu'à la dernière page, où Elena révéla son choix final. « Mon fils adoré, aujourd'hui j'ai pris une décision que tu ne comprendras peut-être jamais. Il existait un traitement pouvant me sauver, mais j'ai choisi d'utiliser l'argent pour construire une clinique dans le quartier le plus pauvre de la ville. Certains diront que c'est de la folie qu'une mère ne pense pas d'abord à vivre pour son fils, mais quel exemple te donnerais-je si je choisissais ma vie plutôt que celle de centaines d'autres ?» La voix de Lucas se brisa complètement à la lecture de ces mots, le silence de la bibliothèque n'étant interrompu que par ses sanglots étouffés. Anna s'approcha, la voix douce. « Votre mère est morte pour que d'autres puissent vivre, monsieur Lucas, et maintenant avec vos actes, vous défaites tout ce qu'elle a bâti. Les cliniques que vous avez fermées, les vies que vous condamnez. Pensez-vous que c'est ce qu'elle aurait voulu voir ?» Lucas se leva brusquement, serrant encore le journal. Ces mots sortirent, étranglés par les sanglots. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Maman est morte en construisant quelque chose de beau, d'important, et moi, j'ai tout détruit par cupidité. J'ai fermé les cliniques, falsifié les médicaments de papa, essayé de le faire interner, je suis devenu exactement la personne qu'elle redoutait que je devienne. » Il tomba à genoux sur le tapis de la bibliothèque. Benjamin s'agenouilla aussi, malgré sa faiblesse, et l'enlaça. Des années de froideur s'effacèrent dans cette étreinte. La voix du père était douce, chargée d'amour. « Il n'est jamais trop tard pour changer, mon fils. Ta mère savait que ce jour viendrait, c'est pourquoi elle a laissé ce journal. Elle croyait en toi, croyait que ton cœur retrouverait le bon chemin. Nous pouvons tout reconstruire ensemble. » Anna, les larmes aux yeux, pensa à sa grand-mère qui luttait pour sa vie à l'hôpital. Lucas se releva soudain, un nouvel éclat dans le regard. « Je dois tout réparer, père. Je vais rouvrir toutes les cliniques, rendre chaque centime détourné, réaliser tous les rêves de maman. Anna, je promets que ta grand-mère aura le meilleur traitement possible. C'est le moins que je puisse faire pour commencer à me racheter, » déclara-t-il, la voix désormais ferme et résolue. Benjamin sourit fièrement à son fils, mais son sourire se transforma vite en une expression de douleur. Sa main se posa sur sa poitrine, et il vacilla. « Lucas, j'ai mal. » murmura-t-il, la voix s'éteignant alors qu'il plia les genoux. Lucas se précipita pour rattraper son père, paniqué. Anna courut appeler une ambulance, tandis que Benjamin, presque évanoui, murmurait « Mon fils, je suis tellement fier, ta mère aussi le serait. Reste sur le bon chemin. » Les sirènes retentirent au loin. Lucas tenait son père, le journal d'Elena dans l'autre main, les larmes coulant sur les pages jaunies. « Pas maintenant, papa, s'il te plaît, je viens juste de comprendre, de tout saisir. Je ne peux pas te perdre aussi, » sanglota-t-il, Anna assistant à la scène, le cœur brisé, priant pour qu'il ne soit pas trop tard, comme pour Ruth. L'ambulance fonça à travers la ville, transportant Benjamin vers l'hôpital privé, Anna et Lucas suivant en voiture. Le journal d'Elena restait fermement serré dans les mains tremblantes de Lucas, comme un ancrage à son humanité retrouvée. À l'arrivée, on emmena Benjamin en soins intensifs.
Mon père va s'en sortir, n'est-ce pas, docteur? Je viens de trouver mon chemin, je dois lui montrer l'homme que je peux devenir. Je vous en prie, faites tout ce qu'il faut, supplia Lucas, la voix pleine d'émotion. Anna observait, le cœur déchiré, sachant que sa grand-mère Ruth était dans un état tout aussi critique à l'hôpital public de l'autre côté de la ville. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages urgents sur l'état de Ruth. Comment être à deux endroits à la fois? Ruth et Monsieur Benjamin ont tous deux besoin de moi, mais ils sont dans des hôpitaux différents. Pourquoi tout est-il si compliqué? Est-ce que la transformation de Lucas ne suffit pas à les sauver tous? Pensa-t-elle, des larmes silencieuses roulant sur ses joues fatiguées. Lucas remarqua le dilemme d'Anna. Pour la première fois, il montra une vraie compassion. Ses mains tremblaient encore, serrant le journal de sa mère. Anna, je vais faire transférer ta grand-mère ici immédiatement. Elle mérite le même traitement que mon père. C'est ce que ma mère a toujours voulu, que tous aient accès aux meilleurs soins. Je ne peux pas ramener ma mère, mais je peux honorer sa mémoire dès maintenant, déclara-t-il, déjà au téléphone pour organiser le transfert. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Ruth fut transférée dans le même hôpital, mais son état était extrêmement délicat. Anna courait entre les deux chambres de soins intensifs, son cœur se brisant un peu plus à chaque bip des moniteurs. « Mamie, s'il te plaît, tiens bon. Monsieur Benjamin, vous devez rester forte aussi. Lucas a enfin compris, il a changé, mais nous avons besoin de vous deux ici pour voir ce changement, chuchotait-elle dans ses prières silencieuses. Lucas passa la plupart de son temps dans le couloir entre les deux chambres, lisant et relisant le journal de sa mère. Quelques larmes s'échappaient de temps en temps. « Maman, pardonne-moi d'avoir perdu mon chemin si longtemps. Tu avais raison, l'argent a empoisonné mon cœur, mais maintenant je comprends la valeur de ton sacrifice. Je sais ce qui compte vraiment, murmura-t-il, ces mots résonnant dans les couloirs calmes. Les médecins allaient et venaient, l'air de plus en plus soucieux. Anna remarqua leurs expressions, son estomac se nouant. Après une discussion en aparté, l'un des médecins appela Lucas et Anna. Son visage grave annonçait de mauvaises nouvelles, le temps presse. Sans un donneur compatible dans les prochains jours, Benjamin ne survivra pas. Son cœur est trop endommagé par les médicaments altérés. Lucas frappa le mur de frustration. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une solution. J'ai tout l'argent du monde, mais à quoi bon s'il ne peut pas sauver mon propre père? Cria-t-il, la voix brisée par l'impuissance. Anna le regarda, le cœur serré, sachant que Ruth était dans une situation tout aussi critique. S'il te plaît, Dieu, ne laisse pas tout cela être en vain. Le sacrifice d'Elena, la garde du journal, la transformation de Lucas. Il doit y avoir de la lumière au bout de ce tunnel, pensa-t-elle, les larmes continuant de couler. Les 48 heures critiques pour trouver un donneur défilaient impitoyablement. Anna, incapable de supporter la tension des couloirs blancs de l'hôpital, s'échappa dans le jardin où les fleurs lui rappelaient ses journées à vendre des roses dans la rue. Assise sur un banc de pierre, elle laissa enfin sortir sa douleur. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai sauvé Monsieur Benjamin dans la piscine, trouvé le journal, aidé Lucas à changer, et pourtant je risque encore de perdre tout le monde. À quoi bon tant d'efforts si je ne peux sauver personne à la fin? Lucas la trouva là, tenant toujours le journal d'Elena comme un trésor. En voyant la fillette qui avait tant changé sa vie en larmes, quelque chose en lui se transforma encore davantage. Il s'assit à côté d'elle, abandonnant enfin sa posture raide. Tu sais, Anna, j'ai passé toute ma vie à penser que l'argent était la seule chose importante. J'ai bâti un empire, détruit des vies, pourquoi? Une enfant de 12 ans m'a montré plus sur la vraie valeur de la vie que toutes mes années passées à gérer des fortunes, confessa-t-il, la voix brisée par l'émotion. Les mots de Lucas poussèrent Anna à relever la tête. Ses yeux étaient encore humides. Il continua, feuilletant doucement le journal, « Tu as sauvé mon père sans rien demander en retour, tu as lutté pour la vérité alors que tout le monde était contre toi, tu as sacrifié tes propres intérêts pour aider les autres, exactement comme l'aurait fait ma mère. Comment ai-je pu m'éloigner autant de ces enseignements ?» Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le jardin. Lucas poursuivit, la voix plus stable. Quand j'ai lu dans le journal le choix de ma mère, comment elle a préféré construire une clinique plutôt que de payer son traitement, j'ai pensé que c'était de la folie. Maintenant, je comprends. Elle savait que sa vie pouvait en sauver des centaines d'autres, que son sacrifice avait un sens plus grand. Moi, j'ai détruit tout cela par pure cupidité. Un long silence s'installa, interrompu seulement par les sanglots silencieux de Lucas. C'est alors qu'une silhouette familière apparut dans le jardin. Sylvia, encore pâle et affaiblie par son traitement en Suisse, marchait lentement vers eux.
Son visage était marqué non seulement par la maladie, mais aussi par le poids du regret. « Anna, ma petite guerrière, pardonne-moi d'avoir été si faible. J'ai fui pour sauver ma propre vie, abandonner le combat qu'Elena avait commencé il y a si longtemps, abandonner ce que je t'avais promis. Mais je ne pouvais pas vivre avec cette culpabilité. Je ne pouvais pas trahir la mémoire de ma meilleure amie, déclara Sylvia, la voix tremblante d'émotion. Lucas se leva, surpris, mais sans hostilité dans les yeux, seulement une profonde tristesse. Sylvia, c'est moi qui dois m'excuser. C'est moi qui t'ai forcé dans ce choix impossible, moi qui ai utilisé ta maladie comme une arme. Mais maintenant je comprends ce que ma mère a toujours su, il y a des choses plus importantes que l'argent ou le pouvoir. Je continuerai à payer ton traitement, mais pas en échange de ton silence. C'est le moins que je puisse faire pour commencer à réparer mes erreurs, promis-il. Anna, écarquillant les yeux, peinait à croire la complète transformation de Lucas. Sylvia s'approcha, s'asseyant lourdement sur le banc. Tu ressembles tant à Elena maintenant, Lucas, pas physiquement, mais dans l'âme. Je vois enfin dans l'homme l'enfant que ta mère chérissait. Elle savait que ce jour viendrait, elle croyait que ton cœur retrouverait son chemin, dit Sylvia, tendant une main tremblante vers le journal. Le moment de réconciliation fut interrompu par une alarme sur le téléphone d'Anna. Une alerte venant de la chambre de Ruth. Son cœur se glaça en lisant le message. Sa grand-mère subissait une détérioration soudaine. Non, 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 pas maintenant. Elle doit voir que tout cela en valait la peine, que garder ce journal a permis de ramener Lucas sur le droit chemin. Dieu, ne la reprends pas maintenant, cria Anna, bondissant sur ses pieds. Lucas et Sylvia coururent avec elle jusqu'à l'hôpital. Les médecins étaient déjà dans la chambre de Ruth, leur expression grave. Anna, ta grand-mère sombre dans le coma. Les médicaments n'agissent plus et son corps est trop faible. Anna sentit son monde s'écrouler. Sylvia la serra contre elle, ses propres larmes se mêlant à celles de la fillette. Ruth est forte, petite. Elle luttera comme Elena a lutté jusqu'au bout. Nous devons garder la foi, croire au miracle, dit Sylvia, sachant que les chances étaient minces. Lucas observa la scène, une nouvelle compréhension de la valeur de la vie et de l'amour se reflétant dans ses yeux. Anna, je promets d'utiliser toute mon influence, toutes mes ressources pour sauver ta grand-mère. Je ne laisserai plus personne mourir par manque de soins. C'est le véritable héritage que ma mère voulait que je construise, déclara-t-il, prenant déjà son téléphone pour appeler d'autres spécialistes. Anna s'approcha du lit de Ruth, tenant sa main froide. Les machines enregistraient des signes vitaux de plus en plus faibles. Mamie, s'il te plaît, ne renonce pas. Tu dois voir le bien que tu as fait. En gardant ce journal, tu as aidé Lucas à revenir sur le droit chemin, tu as sauvé tant de vies. Monsieur Benjamin va peut-être guérir, Lucas est un autre homme, mais nous avons besoin de toi ici pour voir cette transformation, supplia-t-elle, ses larmes tombant sur la main inerte de Ruth. Les médecins s'agitaient autour du lit, mais aucun médicament ne semblait efficace. Sylvia passa un bras tremblant autour d'Anna. Parfois, les plus grands trésors ne sont pas dans les coffres, mais dans nos cœurs. Ta grand-mère et Elena le savaient. Et maintenant, Lucas l'a appris aussi. Peut-être que c'est le véritable miracle, murmura-t-elle, les regardant s'enfoncer dans le sommeil profond de Ruth. Lucas restait à la porte, le journal de sa mère encore entre les mains. Il contemplait à quel point un simple choix, fait des années auparavant par Elena, avait changé tellement de vie aujourd'hui. Maman, aide-moi à être digne de ton sacrifice. Aide-moi à sauver ces vies, comme tu l'aurais fait, pria-t-il silencieusement, tandis que les moniteurs marquaient le rythme de plus en plus faible du cœur de Ruth. Le soleil commençait à se coucher sur l'hôpital, projetant un dernier rayon doré sur le visage de Ruth, l'éclairant comme une auréole tandis qu'elle s'enfonçait dans le coma. Anna, Sylvia et Lucas restèrent là, unis dans leur veille, témoins silencieux de la façon dont l'amour et la bonté peuvent transformer même les cœurs les plus endurcis, même si le prix à payer était immense. La nuit était déjà bien avancée lorsque Lucas se leva brusquement, une idée germa dans son esprit. Tenant toujours le journal, il passa une série d'appels urgents. Je ne peux pas laisser Anna courir entre deux hôpitaux. Je vais amener Ruth au même étage que mon père. C'est ce que ma mère aurait fait, ce qu'elle aurait toujours voulu, que tous aient accès aux mêmes soins, déclara-t-il, sa voix portant une nouvelle autorité, fondée non sur le pouvoir, mais sur la compassion. En quelques heures, une équipe spécialisée fut mobilisée. Anna regarda avec émerveillement Ruth être installée dans une chambre de soins intensifs juste à côté de celle de Benjamin. Le meilleur équipement fut mis en place, une équipe médicale dévouée assignée aux deux patients. C'est comme un miracle. Maintenant je peux veiller sur eux deux en même temps.
Lucas a vraiment changé, il devient l'homme que sa mère a toujours rêvé qu'il soit, pensa Anna, des larmes de gratitude coulant sur son visage épuisé. Les nuits suivantes devinrent une routine touchante. Anna s'asseyait dans le couloir entre les deux chambres, racontant des histoires à voix haute, des histoires qui résonnaient dans les chambres ouvertes. Ses mots coulaient comme un fleuve d'espoir, reliant les deux patients dans leur sommeil profond. Vous savez, parfois je pense que Madame Helena avait tout prévu. Elle savait qu'un jour, son journal serait nécessaire, que ses mots toucheraient le cœur de son fils, que son histoire sauverait d'autres vies. Quelle sagesse, quelle vision, chuchotait Anna, la voix émue. Sylvia se joignait parfois à elle, racontant ses propres souvenirs d'Helena et de Lucas enfant, peignant un tableau vivant d'une époque plus simple, avant que l'argent ne corrompe les valeurs de la famille. Je me souviens de Lucas à 6 ans, insistant pour donner tous ses jouets aux enfants de la clinique. Helena en avait pleuré de fierté. Quelque part en grandissant, ce cœur s'est perdu, mais maintenant il est retrouvé, racontait Sylvia, alors que Lucas, écoutant en silence, laissait couler des larmes discrètes. C'est au milieu de ces veillées nocturnes que les premiers journalistes commencèrent à apparaître à l'hôpital. L'histoire avait fuité, le puissant homme d'affaires Benjamin Harper, sur son lit de mort, son fils radicalement transformé après la découverte d'un vieux journal, et au centre de tout, une petite vendeuse de fleurs. Comment ont-ils su ? Se demanda Anna, l'inquiétude la gagnant. Mais Lucas surprit tout le monde en affrontant la presse de front. Il ne chercha pas à cacher ses erreurs ni à se justifier. Tenant le journal de sa mère, il confessa toute la vérité. Oui, j'ai trahi tout ce en quoi ma mère croyait. J'ai fermé des cliniques, détourné des fonds, presque tué mon propre père. Mais une enfant de 12 ans m'a montré la véritable signification de la richesse. Anna, non seulement a sauvé la vie de mon père, mais elle a sauvé mon âme, déclara-t-il devant les caméras, la voix pleine d'émotion. Les titres inondèrent les journaux, l'Empire Harper transformé en réseau hospitalier caritatif, le fils prodigue revient aux valeurs familiales, le journal qui a tout changé. Anna lut ces nouvelles avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les gens comprendront-ils ? Verront-ils que ce n'est pas une histoire d'argent ou de pouvoir, mais d'amour et de rédemption, de l'héritage d'une mère qui aimait trop son fils pour le laisser se perdre ? Pensa-t-elle. Les médecins furent impressionnés par la persévérance d'Anna, son dévouement semblant avoir un effet positif sur l'état des patients. C'est comme si sa voix était une encre, quelque chose à quoi ils peuvent s'accrocher, commenta un médecin, observant les moniteurs. Anna sourit, continuant ses récits, ce n'est pas mes histoires qui les maintiennent, c'est l'amour. L'amour d'Helena qui a transcendé la mort, l'amour de Sylvia qui a gardé le journal, l'amour qui ramène Lucas à la vie. Sylvia, les larmes aux yeux, la regardait. Son propre traitement se poursuivait grâce à l'insistance de Lucas. Helena serait si fière, maintenant son sacrifice n'a pas été vain. Son fils comprend enfin, et toi, Anna, tu es l'ange qu'elle a dû nous envoyer pour tous nous sauver, dit Sylvia, serrant la fillette contre elle. Une nuit, alors qu'Anna racontait comment elle avait sauvé Benjamin de la noyade, elle remarqua un mouvement dans la chambre de celui-ci. Benjamin agitait légèrement les doigts, ses paupières papillonnaient. « Lucas, Lucas, viens vite, ton père se réveille », cria Anna, son cœur bondissant d'espoir. Lucas accourut, le journal toujours en main. Benjamin ouvrit lentement les yeux, son regard confus se posant d'abord sur Anna, puis sur Lucas. Un faible sourire éclaira ses lèvres pâles. « J'ai entendu toutes les histoires. J'ai entendu parler de ta mère, mon fils, de la façon dont tu as retrouvé ton chemin, » murmura-t-il, la voix faible, mais claire. Les larmes de Lucas coulèrent librement lorsqu'il serra la main de son père. « Papa, pardonne-moi pour tout. Je réparerai chaque faute, rebâtirai tout ce que j'ai détruit. Je veux juste que tu guérisses, que tu restes avec moi pour m'aider à faire les choses correctement, » supplia-t-il, la voix tremblante. Benjamin serra faiblement la main de son fils, ses yeux brillant d'une nouvelle lueur. « Lucas, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, quelque chose d'important, » commença-t-il, sa voix reprenant un peu de force alors qu'Anna et Sylvia s'approchaient, sentant l'importance du moment. Rassemblant ses dernières forces, Benjamin fit sa requête. « Mon fils, je veux que tu transformes notre manoir en hôpital pour enfants. Continue l'œuvre de ta mère, mais rends-la encore plus grande, encore meilleure. Montre au monde que le véritable héritage des Harper n'est pas l'argent, mais l'amour. » À ces mots, Benjamin, épuisé, ferma à nouveau les yeux. Les moniteurs se mirent à biper, les médecins se précipitèrent, repoussant tout le monde dehors. Anna vit à travers la vitre Lucas, serrant le journal contre sa poitrine, criant « Papa, tiens bon. Je promets de réaliser ton vœu, de te rendre fier, toi et maman. »
Reste avec nous, je t'en supplie. Les médecins réussirent à stabiliser Benjamin après de longues minutes angoissantes, mais sa condition restait critique. Lucas ne perdit pas de temps. Dans un bureau de l'hôpital, il étala des plans, téléphona à des architectes, des constructeurs, mettant en œuvre la dernière volonté de son père. Je veux la meilleure équipe possible. L'argent n'a aucune importance. Le manoir Harper sera transformé en l'hôpital pour enfants le plus grand et le plus moderne d'Amérique latine. C'est ma dernière chance de prouver que j'ai vraiment changé, que j'ai compris l'héritage de ma famille, déclara-t-il, la voix chargée de détermination et de désespoir. Anna observait, assise dans un coin, émerveillée par la métamorphose complète de Lucas. Les projets qu'il montrait étaient impressionnants. Le manoir entièrement repensé, avec des ailes spécialisées, des jardins thérapeutiques et une aile spéciale pour les familles qui devaient rester auprès de leurs enfants hospitalisés. C'est exactement comme Madame Elena l'avait rêvé, n'est-ce pas? Un endroit où aucun enfant ne serait refusé faute d'argent, où toutes les vies auraient la même valeur. Comme elle serait fière de voir son fils maintenant, pensa Anna, des larmes d'émotion roulant sur ses joues fatiguées. C'est lors d'une de ces réunions que Sylvia entra dans le bureau, s'appuyant contre la porte, plus pâle que jamais. Elle pouvait à peine tenir debout. Anna se précipita pour l'aider. « Sylvia, qu'est-ce qui se passe? Le traitement ne fonctionne plus? Dis-moi que ce n'est pas encore pire. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre maintenant que tout commence enfin à s'améliorer, » supplia Anna, tenant les mains tremblantes de Sylvia. Sylvia essaya de sourire, mais la douleur était visible dans ses yeux. Le cancer a progressé plus vite que prévu, petite. Le traitement en Suisse était bon, mais trop tard. Mais je ne suis pas triste, tu sais. J'ai pu voir Lucas redevenir le garçon qu'Elena avait élevé. J'ai pu voir le début de la réalisation de son rêve. Je peux partir en paix, sachant que j'ai bien fait de garder ce journal toutes ces années, confessa Sylvia, la voix faible mais sereine. Lucas abandonna immédiatement ses plans, s'agenouillant près d'elle. Ne parle pas ainsi, Sylvia. Je vais trouver d'autres traitements, t'emmener voir les meilleurs spécialistes du monde. Tu dois vivre assez longtemps pour voir l'hôpital achevé, voir que ta loyauté envers maman n'a pas été vaine, la supplia-t-il, serrant les mains de celle qui avait été comme une deuxième mère pour lui. Pendant que Sylvia se reposait dans un fauteuil confortable, Lucas retourna à ses documents avec encore plus de détermination. Ses mains tremblaient légèrement en signant les papiers officiels transformant le manoir Harper en institution caritative. Cet hôpital sera en l'honneur de ma mère, Elena Harper, et de toutes les personnes qui ont sacrifié tant pour faire vivre son rêve. Sylvia, Anna, mon père, ils m'ont tous montré la vraie signification de la richesse, déclara-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Anna allait répondre lorsqu'une infirmière entra en courant, souriant, comme incrédule, « Mademoiselle Anna, venez vite, votre grand-mère Ruth se réveille. » Les médecins n'en reviennent pas, mais ses signes vitaux s'améliorent considérablement. Le bureau explosa d'activité. Anna courut à la chambre de Ruth, suivie de Lucas qui poussait le fauteuil de Sylvia. À leur arrivée, ils trouvèrent Ruth assise dans son lit, ses yeux brillant d'une nouvelle vigueur. « Ma petite guerrière, je peux enfin voir de mes propres yeux le miracle que tu as accompli. Elena doit être si fière de vous tous, » dit Ruth, la voix encore faible, mais claire. La joie de cette guérison miraculeuse fut toutefois interrompue par une alarme provenant de la chambre voisine, celle de Benjamin. Ses moniteurs montraient à nouveau des signes inquiétants. « Non, s'il vous plaît, mon papa, tiens bon. L'hôpital est presque prêt, du moins sur le papier. J'ai juste besoin de ta bénédiction pour commencer. Tu dois voir que je tiens ma promesse. » cria Lucas, courant dans la chambre de son père. Sylvia serra la main d'Anna avec une force surprenante. « C'est ainsi que fonctionne la vie, petite. Certains partent pour que d'autres vivent. Elena est partie pour sauver d'autres vies, et maintenant Benjamin est peut-être sur le point de faire de même, » chuchota-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les médecins s'agitaient autour de Benjamin, luttant pour le stabiliser. Lucas se tenait à ses côtés, tenant d'une main le journal de sa mère, de l'autre les plans de l'hôpital. « Regarde, papa, le projet est prêt. Je n'ai besoin que de ta signature, un petit effort, tiens encore un peu, je t'en supplie. » Le supplia-t-il, les larmes tombant sur les pages. Ruth, malgré sa faiblesse, insista pour être amenée dans la chambre de Benjamin. Son regard serein sembla apporter un calme étrange au tumulte ambiant. « Benjamin, tu peux partir en paix. Ton fils a retrouvé son chemin, l'héritage d'Elena est sauf. Parfois, il faut partir pour que d'autres vivent, et toi,
Plus que quiconque, le comprend maintenant, dit-elle doucement, sa voix empreinte de la sagesse de quelqu'un qui a accepté beaucoup de pertes. Anna regardait la scène, le cœur brisé, tenant la main de Sylvia qui faiblissait à vue d'œil. Pourquoi le destin est-il si cruel? Quand l'une récupère, l'autre doit partir. C'est comme s'il fallait un équilibre terrible, pensa-t-elle, ses larmes coulant en silence. Les moniteurs continuaient leur plainte monotone, de plus en plus faible. Lucas, le journal de sa mère contre la poitrine, les plans de l'hôpital dans l'autre main, comme s'il pouvait maintenir son père en vie. « Papa, regarde, le projet est là, j'ai juste besoin de ta signature. Tiens un peu plus longtemps, j'ai besoin que tu vois ton dernier souhait se réaliser, » pria-t-il, tandis que les médecins luttaient contre la montre. Dans un dernier sursaut de lucidité, Benjamin ouvrit les yeux. Son regard alla de Ruth à Sylvia, puis à Anna, et enfin à Lucas. « Lucas, je suis tellement fier. Maintenant, je peux partir en paix, sachant que tu es devenu le fils que ta mère a toujours su que tu pourrais être, » murmura-t-il, alors que les moniteurs se mettaient à sonner de façon plus alarmante, les médecins se préparant à une ultime tentative de le sauver. Le chaos fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone de Lucas. Les mains tremblantes, il répondit. Son visage s'éclaira d'un espoir insensé. Un cœur compatible a été trouvé au Texas. C'est un miracle, il faut faire vite. Le cœur ne peut rester viable que 4 heures hors du corps. S'il vous plaît, maintenez mon père en vie, j'organise tout. Cria-t-il, courant vers l'héliport, multipliant les appels. Anna et Sylvia regardèrent par la fenêtre l'effervescence sur l'héliport. Lucas coordonnait une opération impressionnante, hélicoptère, équipe médicale spécialisée, une course contre la montre s'engageait. C'est comme si le destin nous donnait une dernière chance, murmura Anna, serrant la main de Sylvia. Monsieur Benjamin doit vivre, pour voir l'hôpital des enfants se bâtir, pour voir la transformation complète de Lucas. Sylvia, malgré la douleur, pria silencieusement, Elena, mon ami, aide ton fils maintenant. Il a enfin compris la valeur de ton sacrifice. Ne le laisse pas perdre son père au moment où il est redevenu l'homme que tu rêvais qu'il soit. Fais un dernier miracle, je t'en supplie. L'hélicoptère décolla vers le Texas. Lucas resta à l'héliport, organisant l'équipe qui pratiquerait la chirurgie. Jamais il ne lâcha le journal de sa mère. Maman, je sais que tu nous aides de là où tu es. Je te promets que si papa survit, je consacrerai ma vie à réaliser tes rêves. L'hôpital pour enfants ne sera que le début, je reconstruirai tout ce que j'ai détruit. Je te rendrai fier de moi, jura-t-il, la voix chargée d'émotion. Les heures suivantes furent un supplice d'attente. Anna et Sylvia, accompagnées d'une Ruth encore très faible, se réfugièrent dans la chapelle. Leurs prières résonnaient dans l'espace sacré. Dieu a un plan pour tout. Elena est partie pour sauver des vies. Maintenant Benjamin a besoin de vivre pour honorer son sacrifice. Lucas a besoin de son père pour mener à bien sa rédemption, dit Ruth, la voix encore faible mais pleine de conviction. Le bruit des pales d'hélicoptère annonça le retour du précieux organe. Lucas était sur l'héliport, tremblant d'anxiété, supervisant chaque détail. L'équipe médicale sortit rapidement, transportant la boîte thermique contenant le cœur. Vite, nous avons moins de 2 heures pour faire la transplantation. La salle d'opération est prête? Tout l'équipement vérifié? Nous ne pouvons pas perdre une seconde. Cria Lucas, courant aux côtés de l'équipe. Anna, Sylvia et Ruth regardaient depuis le couloir, voyant Benjamin préparé pour la chirurgie, les médecins travaillant avec une précision et une urgence extrême. C'est comme un miracle qui se déroule sous nos yeux. Tant de coïncidences, tant d'événements devaient s'aligner pour en arriver là. Ça ne peut pas être vain, ça ne peut pas finir maintenant, dit Anna, les mains serrées dans celles de Sylvia et Ruth. Lucas n'abandonna pas la porte du bloc opératoire. Le journal d'Elena serré contre sa poitrine, ses prières un mélange de promesses et de supplications. Papa, tu dois être fort. Le cœur est là, l'équipe est la meilleure du pays, tout ira bien. Je transformerai notre manoir en hôpital, comme toi et maman le vouliez. J'aiderai des milliers d'enfants. J'ai juste besoin que tu survives pour le voir, implora-t-il, des larmes roulant sur les pages jaunies du journal. Soudain, l'alarme retentit dans la salle d'opération. Les médecins s'agitaient, et des mots terrifiants comme « fibrillation » et « arrêt cardiaque » résonnèrent dans le couloir. Lucas tenta d'entrer, mais les infirmières le retinrent. « Non, 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 ce n'est pas possible, le cœur est là, nous sommes si près. Papa, tiens encore un peu, ne lâche pas maintenant. » cria-t-il, désespéré. Anna, Sylvia et Ruth se tenaient dans le couloir, les mains entrelacées, priant en silence. Sylvia,
très faible, ne cessa de prier. « Helena, mon amie, ne laisse pas ton fils perdre son père maintenant. Il a enfin compris, a enfin retrouvé le bon chemin. Il a besoin de cette chance de rédemption, a besoin de cette opportunité d'honorer ton sacrifice. Fais un dernier miracle, je t'en prie. » Les minutes passèrent comme des heures. Le cœur dans la boîte thermique avait un temps limité de viabilité. Chaque seconde était précieuse. À l'intérieur, l'équipe médicale luttait non seulement contre le temps, mais contre les complications imprévues dans le corps affaibli de Benjamin. Comment le destin peut-il être si cruel, donnant un cœur compatible pour ensuite le reprendre avant même la transplantation, pensa Anna, la voix intérieure pleine de peur. Le bip continu et strident des moniteurs emplissait le couloir, faisant geler le sang dans les veines de chacun. Lucas, les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération, murmura « Maman, aide-moi, je ne peux pas perdre papa maintenant, pas alors que je viens juste de comprendre tes enseignements. S'il te plaît, donne-lui la force de tenir un peu plus longtemps. » Les minutes cruciales se transformèrent en une éternité d'angoisse. Tout se jouait à la fois sur le temps imparti pour transplanter le cœur et sur la capacité du corps de Benjamin à tenir jusqu'à ce que la chirurgie puisse commencer. Le compte à rebours était terrible. Finalement, après une lutte acharnée, les médecins réussirent à stabiliser Benjamin assez longtemps pour pratiquer la transplantation. Ils travaillèrent avec une précision extrême, chaque geste étant une course contre la montre. Au bout de longues heures, l'opération se termina et les médecins sortirent, épuisés mais souriants. « Le cœur a pris, les signes vitaux sont stables, c'est un miracle », annonça le chirurgien, et Lucas s'effondra en larmes, remerciant Dieu, sa mère, et tous ceux qui avaient rendu ce moment possible. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit angoissante au bloc opératoire. L'ancien manoir Harper était méconnaissable, peint de couleurs vives, décoré de fresques pour enfants, il était devenu l'hôpital pour enfants Harper. Benjamin, rétabli de sa transplantation cardiaque, parcourait les couloirs, s'appuyant sur une canne, le nouveau cœur battant fort dans sa poitrine. C'est incroyable comme tout a changé, n'est-ce pas? Helena serait si fière de voir notre fils maintenant. Parfois, je crois qu'elle avait tout prévu, qu'elle savait exactement quand ces mots seraient nécessaires, confia Benjamin, observant Lucas coordonner l'équipe médicale avec la même dévotion que sa mère autrefois. Ruth, complètement remise, travaillait comme bénévole à l'hôpital. Son expérience d'infirmière était inestimable pour les familles arrivant effrayées, en quête de réconfort. Vous savez, parfois les plus grands miracles viennent des plus petites mains. C'est une enfant qui a sauvé Benjamin, une enfant qui a changé le cœur de Lucas, et maintenant ce sont les enfants qui perpétuent l'héritage d'Helena, disait Ruth, guidant les parents inquiets. Lucas s'était complètement métamorphosé. Le froid homme d'affaires calculateur avait laissé place à un administrateur compatissant, qui tenait à connaître chaque patient par son nom. Le journal d'Helena restait sur son bureau, désormais relié en cuir, qu'il consultait chaque jour comme un guide moral. À chaque décision que je prends, je me demande, qu'aurait fait ma mère? La réponse me vient toujours clairement. Elle a toujours su que je retrouverais mon chemin, confia-t-il à l'équipe. Sylvia, bien que toujours atteinte de son cancer, avait trouvé une nouvelle force en voyant son combat porter ses fruits. Elle coordonnait un programme spécial pour les familles défavorisées, assurant que personne ne soit refusé pour des raisons financières. Helena disait toujours que la vraie richesse se mesure au nombre de vies que nous touchons. Regarde combien de vies nous touchons maintenant. Chaque enfant qui sort d'ici guéri est une victoire pour elle aussi, disait-elle, la voix empreinte d'une émotion profonde. Anna, désormais âgée de 13 ans, était la première bénéficiaire du programme de bourse créé par Lucas. Ses résultats exemplaires et sa gentillesse innée en faisaient la candidate idéale pour inaugurer ce projet. Je veux devenir médecin, comme Madame Helena en rêvait, et continuer l'œuvre qu'elle a commencée, que Monsieur Benjamin a poursuivie, et que Lucas fait maintenant grandir. Certaines personnes naissent pour aider les autres, et je sais que c'est mon destin, déclara-t-elle, les yeux brillants de détermination, étudiant durant ses pauses à l'hôpital. L'inauguration officielle de l'hôpital pour enfants Harper attira l'attention nationale. Benjamin et Lucas, côte à côte, coupèrent le ruban, leurs mains jointes symbolisant la réconciliation complète entre père et fils. Cet hôpital n'est pas qu'un bâtiment moderne, c'est le témoignage du pouvoir de l'amour, de la capacité de transformation et de l'héritage éternel d'une femme qui a choisi de sauver d'autres vies au prix de la sienne, prononça Benjamin, la voix étranglée par l'émotion. Ruth et Sylvia restèrent proches pendant la cérémonie, leurs mains enlacées dans un geste silencieux d'amitié et de gratitude. Penser que tout a commencé avec un journal gardé pendant tant d'années,
attendant le bon moment pour toucher le cœur qui en avait le plus besoin, réfléchit Sylvia, observant Lucas accueillir déjà les familles venues chercher de l'aide. Anna circulait parmi les invités, vêtue de sa nouvelle tenue d'étudiante en médecine junior, un programme spécial créé par Lucas. Son sourire illuminait chaque recoin de l'hôpital, apportant de l'espoir aux enfants admis. Vous savez, parfois un petit geste de bonté peut déclencher une réaction en chaîne de miracles. C'est ainsi que tout a commencé, par un simple acte de courage au bord d'une piscine, raconta-t-elle aux petits patients qui la suivaient, captivés. Pendant ces célébrations, Anna remarqua une petite fille d'environ 8 ans, blottie dans un coin du jardin thérapeutique, en train de pleurer silencieusement. Sans hésiter, Anna s'approcha, reconnaissant dans ses sanglots le même désespoir qu'elle avait ressenti autrefois. « Et, petite, pourquoi pleures-tu ? Tu peux tout me dire, je promets d'essayer de t'aider, quoi que ce soit, » proposa-t-elle en s'asseyant à côté de l'enfant. La fillette raconta une histoire douloureusement familière. Sa mère était malade, sans ressources pour se faire soigner, et elle ne savait plus vers qui se tourner. Anna lui prit la main, un sourire compréhensif aux lèvres. « Viens avec moi, je vais te présenter des personnes très spéciales. Ici, dans cet hôpital, personne n'est refusé parce qu'il n'a pas d'argent. C'est une promesse que nous avons faite à une personne très spéciale nommée Elena, » expliqua-t-elle, conduisant la fillette à l'intérieur. Lucas, observant la scène depuis la fenêtre de son bureau, le journal de sa mère ouvert sur le bureau, eut les yeux humides. Sa voix sortit doucement, chargée d'émotion. « Tu vois, maman, ton héritage se transmet de cœur en cœur, exactement comme tu l'as toujours voulu. Anna est la preuve vivante que tes enseignements continueront à travers les générations, » murmura-t-il, une larme solitaire roulant sur sa joue alors qu'il regardait Anna réconforter la petite visiteuse. Benjamin rejoignit son fils à la fenêtre, son nouveau cœur battant fort. « C'est incroyable comme tout se relie, n'est-ce pas ? Elena nous a laissé ce journal, Sylvia l'a gardé tant d'années, Anna a sauvé ma vie, et maintenant elle marche sur les traces de ta mère, aidant les autres sans rien attendre en retour. Le cercle de l'amour continue, observa-t-il, serrant Lucas dans ses bras avec fierté. Ruth et Sylvia, regardant Anna guider la petite fille dans les couloirs de l'hôpital, comprirent que le véritable miracle n'était pas seulement la guérison physique, mais la transformation des cœurs. Anna avait montré à tous que la vraie richesse ne réside pas dans les coffres-forts, mais dans notre capacité à aider les autres. Anna a prouvé que certaines histoires n'ont pas de fin, mais seulement de nouveaux commencements, commenta Ruth, les paroles d'Elena résonnant dans son esprit. La petite nouvelle venue souriait déjà, ses larmes séchées, tandis que Lucas lui assurait que sa mère recevrait tous les soins nécessaires. Anna restait à ses côtés, ses mots doux apportant du réconfort. « Tu sais, j'ai appris que les plus grands miracles arrivent quand on ouvre son cœur pour aider les autres. C'est ainsi que cette histoire a commencé, et c'est ainsi qu'elle continuera, car l'amour, quand il est vrai, a le pouvoir de transformer non seulement une vie, mais des générations entières, » déclara-t-elle, le cœur débordant de gratitude d'être partie prenante de ce cycle infini de bonté et d'espoir. Le soleil se coucha sur l'hôpital pour enfants Harper, ses derniers rayons dorés illuminant la grande fresque d'Elena Harper dans le hall principal. Là, son sourire doux semblait approuver tout ce qui avait été accompli en son nom, comme si son esprit veillait encore sur chacun. Anna, la main dans celle de sa nouvelle protégée, était la preuve vivante que le cycle de la gentillesse continuerait, touchant toujours plus de vie, exactement comme Elena l'avait toujours rêvé.